Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour ce deuxième volume de la rétrospective Théo Rivière. On est toujours chez Théo. Ouais, on n'a pas bougé. Et on attaque 2020, qui est encore une grosse année, je pense. Ouais, je crois, de mémoire. Allez, c'est parti. Donc 2020, année Covid, mais avec cette latence éditoriale dont on parlait, c'est pas encore les conséquences du Covid, où il va y avoir un boom du jeu de société, notamment le jeu à deux. Les éditeurs vont, je crois, se mettre à péter un peu un câble et à signer pas mal de projets, et puis après, l'offre de jeux de société va exploser. Bah, là, on est plutôt sur des sorties qui ont été signées en amont, et qui vont parfois, du coup, avoir du mal à trouver leur public. On verra si c'est le cas pour tes projets. On peut commencer par Flying Goblin, avec Corentin Lebras, chez Yellow, un jeu que je possède, que j'aime bien, un jeu débile, de dextérité, placement d'ouvriers, mais avec de la dextérité. On doit catapulter des gobelins dans un château en 3 dimensions pour essayer de les faire aller dans les bonnes salles qui vont nous faire gagner des trésors. On peut avoir des pièces qui nous permettent de recruter des nouveaux ouvriers, des nouveaux gobelins. On a notamment le chef gobelin qui double l'effet de la salle dans laquelle il arrive, qui est à double tranchant parce qu'il peut aussi doubler un effet négatif. Et puis, on a des diamants, des cristaux. Si on en atteint un certain nombre, on a la victoire immédiate. Donc il y a ce truc de on regarde qui est en tête, on essaye de l'embêter en allant lui voler des trucs. Il y a plein de trucs un peu méchants qu'on peut se faire, mais on est soumis à notre dextérité et à ces fameuses catapultes. Comment tu fais un proto avec du catapultage? Ça doit pas être évident. J'ai récupéré des boîtes de Kaboom de Roberto Fraga, qui est un jeu dans lequel il y avait des catapultes, donc on a volé ces catapultes-là pour le proto. Enfin, je les récupérais, ce qui était assez pratique. Le point de départ, il est un peu duel. C'est un jeu qui s'appelle Flying Kiwi chez Zor, qui est un jeu où on a plutôt des arbalètes que des catapultes. Et on doit faire un morpion avec nos pions. Et donc, il y a ce côté, on lance des trucs dans une grille. Et je vois ça à SN une année. Et je me dis, oh cool, c'est marrant de catapulter des choses. Et Dungeon Fighter, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, qui mêle le côté dextérité et jeu un peu plus complexe. Et moi, je trouve que c'est un mélange qui va très très bien ensemble. Spoiler, ça plaît pas à grand monde, mais moi j'adore. C'est un dungeon crawler où on doit faire des épreuves un peu débiles pour lancer les dés. Tout à fait. On lance des dés sur une cible, il faut les lancer, et puis nos armes nous forcent à le jeter depuis notre bras ou par-dessus notre jambe. Faire un tour sur toi-même. Ouais, vraiment, c'est crétin, mais extraordinaire. Vraiment un jeu que j'aime énormément. Et je rêvais de faire un jeu un peu dans cet esprit-là. Et à un moment, j'embarque l'ami Corentin Lebras en disant « Corentin, j'ai un pitch de jeu pour toi, c'est un lancement d'ouvrier. » Fin du pitch. Voilà. Et on commence à bosser dessus et on galère pendant longtemps, on fait 1000 versions et on finit par le signer chez Yellow, qui met vraiment très 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 longtemps à se lancer sur le projet. C'est chez eux, signé depuis longtemps, au point que je me souviens à un moment avec Corentin, on se dit vas-y, on leur envoie un message, là ils veulent annuler le jeu, ils osent pas nous le dire, ça arrive, c'est pas grave, on va leur proposer un Skype. Et donc on envoie un message à notre chef de projet qui nous répond ah ça tombe bien, j'ai des images à vous montrer. Ah oui pardon, ça existe encore en fait quoi. Et c'est un des jeux, genre un autre exemple après, mais on l'évoquait dans la première partie, où à un moment il faut qu'on retravaille dessus, et puis on se pose avec Corentin, et puis on se regarde, on fait comment ça marche en fait. Et on a oublié des tas de trucs, quoi, de règles, des tas de choses, et surtout on a, je pense qu'il y a bien une pause de 2 ans à mon avis, quand on se replonge dessus, on est aussi genre, oh, ça c'est chiant, on l'enlève, ça marche pas, on le retire, et donc on retravaille pas mal à la lumière de nos 2 ans d'expérience supplémentaire, et tous les deux on est encore des jeunes auteurs à ce moment-là, on l'est toujours un peu d'ailleurs, mais du moins on progresse toujours autant, et vraiment aussi à l'expérience de se dire ok ça n'a pas tenu l'épreuve du temps, quand on regarde cette mécanique là qui nous plaisait sur le moment, là elle nous plaît plus du tout, vas-y on la dégage quoi. Et donc on arrive sur cette version là, le jeu sort avec un accueil correct, sur un truc effectivement où quand on sort Flying Goblin, Flying Meeple à l'époque, on sait que c'est un peu punk quoi, on va pas en vendre des centaines de milliers, c'est assez sûr, c'est trop bizarre et le mélange est trop original je pense pour que ça plaise à tout le monde et que ça fasse consensus, mais on est hyper content que ça sort, ça plaît aux gens à qui ça doit plaire, et j'ai fait mon jeu un peu dans cette gamme là, ce qui m'amène un peu de satisfaction de me dire ok bah c'était encore possible d'en faire un autre, et je pense que je lâcherai pas l'affaire et je continuerai à essayer de mélanger des mécaniques qui sont, des sensations de jeu qui sont perçues comme plutôt
ambiance / famille avec des jeux. Bon, Flying Goblin est très accessible, hein, mais plutôt initié avec un peu de complexité, quoi. Ouais, il y a un peu de gestion. On peut construire un totem. Ouais. Et si tu arrives à construire entièrement ton totem, tu gagnes la partie immédiatement. Il survit un tour. Et donc, t'as ce truc de t'essayes de te planquer, de pas trop dire, et puis au bout d'un moment, les gens sont là, mais lui, il faut lui dégommer son totem, etc. Sachant que si tu le dégommes, ça a dû être, vous avez dû bosser un peu l'équilibrage, parce que tu remets toutes les parties sauf la dernière. Et donc, ça, c'est assez rigolo. Tu peux aussi faire tourner la boîte pour que le totem de l'adversaire soit plus facile à viser, etc. Et ça n'a pas dû être évident à équilibrer. Je sais pas si c'est vraiment la volonté du truc que ça soit parfaitement fine-tuné, mais en tout cas, ça crée des trucs assez fun où soit tu fais la course au diamant lentement mais sûrement, soit tu essayes de louvoyer comme ça pour construire ton totem et les autres pètent les plombs, quoi. Ouais, c'est peu équilibré mathématiquement, même si c'est un peu un placement d'ouvrier, mais effectivement, on a fait beaucoup de parties pour trouver le bon équilibre entre dextérité et qu'est-ce qui se passe quand j'y arrive pas bien et qu'est-ce qui se passe quand j'y arrive très bien, parce qu'il faut pas que t'arrives, toi t'es un dieu de la catapulte et tu gagnes chaque partie, c'est un peu dommage, donc il y a un peu de trucs pour avoir un peu de catch-up, et puis surtout pour que l'expérience de jeu soit toujours rigolote et qu'il se passe des choses autour de la table. C'est un jeu construit autour des événements, tu vois, t'as construit ton totem et je te le défonce, il s'est passé un truc, on s'en souvient, il y a une tour centrale un peu plus haute, un peu dur à aller dedans, tu fais... Elle fait plein de points, et donc il y a un truc des fois, tu y arrives 2 fois d'affilée et c'est incroyable, il se passe un truc. Donc c'est vraiment un jeu construit autour de l'expérience et de la sensation de jeu, plus qu'autour de quoi que ce soit d'autre. Un dernier truc que j'aime bien, c'est le côté temps réel, où tu peux, si tu veux, prendre tout ton temps pour viser, mais dès que quelqu'un a plus de gobelins, qu'il les a tous catapultés, tu as droit juste à un dernier coup. Ouais. Et donc, parfois, tu vas acheter plein de gobelins en plus, puis tu n'auras pas le temps de les utiliser. Donc, il y a aussi un truc comme ça de tu te grouilles, mais alors tu fais des trucs moins précis. Ça, c'est assez chouette aussi, assez intéressant. Alors, un jeu chez Lumberjack qui n'a pas très bien marché, je pense, mais que je possède et que j'aime bien, c'est Monsters Coffee, qui là a un côté un peu magique aussi, avec des pouvoirs. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs familles de cartes, on n'en met qu'un certain nombre dans la partie, et elles ont chacune leur propre pouvoir. Il y a toute une dimension on a des cartes devant nous, face cachée et face visible, et il y a une dimension de majorité. Mais quand on va checker les majorités, on va scorer ce qui a été placé au centre. Oui, c'est ça. Et donc il y a tout ce truc de est-ce malin. que je vais mettre cette carte au milieu pour déclencher son pouvoir et augmenter la valeur en termes de majorité, mais je m'en enlève une de mon pool de cartes, donc il faut que je fasse attention à ça. Oui, c'est très malin ce truc. Il y a un côté un peu jeu boursier en fait, où tu augmentes la valeur d'une famille, mais en même temps tu peux la déforcer d'un même coup, et peut-être des fois tu la joues pour le pouvoir, et des pouvoirs qui permettent du coup d'échanger des cartes, d'aller voir chez les autres et tout, et c'est assez technique en fait. Ouais, je pense que c'est son plus grand défaut, c'est que c'est pas un petit jeu facile en fait. C'est un peu rotor, il y a plein de petits trucs à comprendre et à assimiler. Et je pense qu'on est allé un poil trop loin aussi avec cette notion il y a plein de pouvoirs, il y a des menus un peu de on joue avec tel pouvoir mais pas tel pouvoir mais machin, on le change. Je pense que c'est presque trop généreux, ça aurait mérité d'être un petit jeu avec un pool de pouvoirs que nous on aurait vraiment choisi comme étant les meilleurs, puis c'est parti, on joue avec ça, quitte à en mettre un ou deux de plus, mais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, d'autant plus que c'est dans la gamme Coffee Break, donc c'est une gamme où il y a plutôt des jeux assez légers d'habitude. Et Lumberjack, ils font parfois des jeux très bêtes et méchants, et puis là c'est un peu un olni dans leur catalogue, parce que moi j'ai fait des parties où on poussait vraiment le truc. On peut vraiment se creuser la tête, et c'est un projet rigolo parce que je rejoins Romain Catargian sur le projet, après que lui il ait déjà proposé à Lumberjack, et presque sous l'initiative de Lumberjack. C'est-à-dire que Romain leur montre le projet, ils aiment bien, c'est pas du tout la forme qu'il a là, mais il y a plein de choses qui sont déjà posées. Et Antoine de Lumberjack dit à Romain, c'est cool, je pense que ce qui te manque sur le projet c'est un co-auteur ou une co-autrice, parce que je sens que là tu as plein d'idées mais que tu es un peu bloqué. Si tu connais pas Théo, envoie-lui un message, je pense que vous pourriez matcher en termes de caractère, quoi. Donc moi j'ai ce message inattendu de Romain qui me dit vas-y, ça te dit on bosse ensemble sur mon jeu. Je suis un peu genre on se connaît pas, vas-y, rencontre-nous d'abord, et puis moi je veux pas prendre une place que tu voudrais pas que je prenne, c'est super de la part d'Antoine de Lumberjack de leur proposer, mais en fait c'est toi qui décides, Romain, quoi. Et donc on en discute longtemps, on se fait une petite réunion, on se rencontre un peu, et ça matche bien en termes de caractère, et donc on finit par travailler dessus, à le reproposer à Lumberjack, qu'il aime bien à ce moment-là et qu'il le signe. Donc pas le co-autorat habituel de ce que je vis habituellement.
On arrive sur un jeu très important, toujours en 2020. C'est The Loop chez Catch Up Games et c'est le premier co-autorat édité en tout cas avec Maxime Rambourg, qui aujourd'hui est un des co-auteurs avec lequel tu travailles le plus et c'est vraiment un ami très proche, etc. C'est un jeu, j'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais moi que je trouve incroyable. Je pense que c'est mon coop préféré, je pense que c'est mon jeu de 2020 préféré. C'est un jeu qui a une richesse éditoriale folle. C'est un jeu dont j'aime le grain de folie avec les illustrations de Simon Caruso. Donc, c'est un coopératif qui a une forme de filiation avec un Pandémie, mais qui a tout de même plusieurs originalités, notamment le fait qu'on cherche à remplir des objectifs. On a différentes tuiles sur le pourtour du plateau qui nous donnent des objectifs à remplir. Donc d'une partie à l'autre, on n'aura pas la même façon de gagner. Et puis le côté pandémie, c'est dans cette réaction en chaîne qui peut arriver, parce que le méchant, le docteur Fou, est incarné physiquement sur le plateau par une petite tour à cubes, toute mimi comme ça, avec 3 petits toboggans, et il va à tous les tours nous mettre des cubes qui pourraient être des cubes de maladie, qui sont des cubes de failles temporelles, et qu'on va glisser dans la tour à cubes, et ils vont faire exploser parfois certains des objectifs qu'on était en train de réaliser. Et petit à petit, voilà, le plateau va être piégé à certains endroits, on ne peut pas finir notre tour sur certains espaces, etc. C'est aussi un jeu de deck building léger. Un petit peu, mais très léger. C'est-à-dire qu'on a des cartes à effet, on a un personnage avec un pouvoir, là encore à la pandémique, etc., mais qui a son deck unique, qui ont chacun un peu leur mécanique propre, et pendant la partie, on va acquérir quelques cartes, et on va chercher à établir des synergies entre nos symboles pour pouvoir créer des loops efficients, parce que quand on a activé certains effets, on peut payer des cubes verts qui sont la monnaie du jeu pour réactiver les cartes d'un même symbole. Et parfois on peut se retrouver à faire des tours vraiment à combo, etc. Et c'est là où le côté coopératif est intéressant, c'est que oui, comme dans tous les jeux coopératifs, tu peux avoir un leader alpha qui commence à dire toi fais ça, etc. Mais un peu comme dans un Spirit Island, mais de manière moins forte, mais il peut y avoir un côté, attends, mais on pourrait aussi faire ça, et j'ai fait des parties à 4 où clairement il fallait les 4 cerveaux pour voir toutes les possibilités en termes de réaction en chaîne, etc. Quel a été le processus de ce jeu? C'était l'envie de bosser avec Maxime, qui lui avait fait un coopératif avant Big Book of Madness. Tout à fait, il y a un peu de ça. C'est marrant parce que Max, on se rencontre à Nancy, à l'époque où je bosse pour Yellow. Et ça match pas trop en termes de caractère, on se rencontre, mais on ne devient pas spécialement amis. C'est un très bon pote de très bon pote, mais voilà, on se survole un peu sans spécialement se rencontrer pour de vrai. Et à un moment, donc d'autres potes à nous déménagent à Bruxelles également, et puis Max vient un peu les voir, et puis on discute, et puis je me souviens bien sur le pas de la porte, on se dit un peu genre, bon, à l'occasion, ça serait cool d'essayer de faire un truc ensemble, vas-y, on essaye quoi. Et peu de temps après, Max vient à la maison, on discute d'autres projets, je crois. Notamment, on a un projet un peu maudit que j'aime énormément qui s'appelle Namaka, qui est un truc qu'on n'a jamais réussi à finir. Je l'ai déjà vu le pitcher en stream. Plein de fois. Et je pense qu'on commence à bosser sur Namaka dès le départ. Et Max me parle un peu de son truc qui s'appelle The Loop, qui n'a pas du tout le même système de jeu, mais qui a déjà la thématique et la volonté de se déplacer sur une frise temporelle. Et on en discute, et puis je sais qu'à la fin, moi je suis un peu genre, c'est cool, on a bien échangé avec Max, mais je sais pas s'il veut qu'on bosse ensemble ou pas, quoi. Est-ce que c'est par amitié, je lui ai donné plein de conseils, ce que je fais avec grand plaisir et sans vouloir m'impliquer, mais est-ce que lui, il veut que je rentre dans le truc ou pas? Il y a presque un truc de séduction de « Pardon Maxime, tu me dragues ou pas? Là, je suis pas sûr. » Et on finit par en discuter, il me dit « Ah bah grave, si on le fait ensemble, ça serait trop bien. » quoi. On met les mains dans le cambouis, on fait plein de trucs, on fait plein de versions, on change énormément de choses. Et on arrive à une version qui nous plaît presque, enfin qui nous plaît même pas mal. Et moi, je fais jouer Clem de Catch Up Games sur un festival qui s'appelle Ludix, qui n'existe plus. Et je me souviens très bien de cette partie parce qu'il y a 2 choses qui en sont ressorties. On était assez contents avec Max, et il y avait ce côté, il y a plein de cartes, elles sont un peu faux-folles. Et apparemment, durant la partie qu'on a effectuée régulièrement, j'ai dit « c'est ma carte préférée ». Et Clem régulièrement me dit maintenant « c'est ta carte préférée ça, non ?» Effectivement, je l'ai peut-être dit 5 fois. Et dans la voiture où on rentre, c'est Clem qui me ramenait jusqu'à Lyon. On discute et lui, il est un peu genre « c'était bien quand même, c'était bien, mais... » Et à l'époque, ils avaient un espèce de truc, je sais pas pourquoi, ils sont un peu revenus sur ça, mais ils voulaient pas avoir 2 jeux du même auteur en développement en même temps. Et ils avaient un autre jeu de Max qui n'est pas sorti au final, qui sont annulés plus tard. Et il était un peu genre, ouais, de toute façon on peut pas le faire, on a déjà un jeu de Max, on fait pas 2 jeux en même temps quoi. Et pendant toute la voiture, il y a vraiment ce truc de me dire, c'est vraiment super, mais on peut pas faire 2 jeux en même temps quand même. Mais c'est vraiment super quand même. Et on a fini par rentrer, ils ont retesté le proto et puis ils ont décidé de le faire et c'était parti. Faisant fi de leurs règles et en se lançant sur le projet.
Et il y a eu ensuite un temps de développement qui a été vraiment démentiel, quoi. Parce qu'entre ce qu'on signe et ce qui sort, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment il n'y a pas la tour à cube à ce moment-là, il n'y a pas plusieurs modes de jeu, il y a moins de personnages, il y a vraiment beaucoup de choses qui évoluent. Et la tour à cube, on est en réu avec Max, on discute, et le jeu marchait très bien, il manquait un peu de folie. C'est-à-dire que tout était très systématique, et donc c'était assez facile d'anticiper ce qui allait se passer, et justement, un très bon joueur ou une très bonne joueuse pouvait faire « Ok, bah attends, on fait ça, 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 au prochain tour on fait ça, 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 il se passera ça, on fait ça, et on va gagner. » Et c'est important dans un coopératif, l'incertitude. Ouais, clairement, c'est hyper important. Et on discute avec Max, et je le raconte souvent parce que c'est un de mes exemples préf de pourquoi le Kotora ça marche. À un moment, je lui dis, bah on va pas faire une tour à cube, on met des cubes et ils tombent sur le plateau, quoi, ça serait débile, quoi. Et Max dit, oh attends, redis ça, parce que c'est hyper bien en fait. Et j'adore parce que sans moi, peut-être que Max n'a jamais l'idée. Et ce qui est sûr, c'est que sans Max, moi j'abandonne l'idée instantanément parce qu'elle me paraît nulle. Et il y a vraiment ce truc, et ça nous a aidé dans notre processus de travail avec Max, de beaucoup verbaliser les choses. Et donc maintenant, on passe notre temps à dire... Sans filtre, quoi. C'est sûrement une mauvaise idée, mais... Et c'est souvent des bonnes idées quand on commence comme ça. Mais on peut évacuer plein de trucs quand ça nous plaît pas, mais régulièrement, oh, attends, on s'accroche à ça et on y va. Et donc j'adore cette histoire parce que, ouais, vraiment, c'est nos deux cerveaux qui ont fait que cette idée qui est centrale et qui est un des trucs que je préfère dans The Loop, in fine, a pu prendre place parce que bah, moi, j'ai eu l'idée sans l'accepter et Max l'a accepté pour nous deux, quoi. Et donc il y a un truc assez joli dans ce qui se passe. Et d'une manière générale, l'histoire de The Loop, c'est vraiment une histoire d'amitié. Moi, je rencontre Maxime, avec qui, effectivement, aujourd'hui, j'ai une amitié très forte et avec qui j'ai grand plaisir à bosser. On rencontre Simon Caruso, que j'aime énormément. On travaille avec Catch-Up, avec qui ça se passe vraiment très très bien à ce moment-là. Vraiment, il y a un truc de Seb qui écrit tous les textes un peu gaulerie de la règle. Je découvre à quel point ce mec est brillant et à mourir de rire. Vraiment, il y a un truc de... Ouais, c'est le projet un peu rêvé dans son déroulement. Un peu trop long. Je me souviens que régulièrement, j'étais un peu genre... On va jamais finir, en fait, quoi. Catch-Up vous a vraiment poussé dans vos retranchements à vous dire ça encore, etc. Donc, on dit souvent que les éditeurs français font peu de développement, mais là, ils ont vraiment cherché dans les modes de jeu, les modes de difficulté. Mais à l'arrivée, moi, c'est ça qui fait que le jeu m'a mis une claque, c'est que c'est un des jeux les plus généreux éditorialement que je connaisse. Tu reçois la boîte de base, tu as quelque chose comme 12 façons de jouer, 3 niveaux dans 4 modes différents, et puis tu as des achievements que tu peux cocher dans le fond de la boîte. Maintenant, ça se fait beaucoup, mais c'était un des premiers jeux à faire ça. Et vraiment, on sent le truc fait avec... C'est cliché de dire ça, c'est cheesy, mais avec amour, où ils ont bossé, ils ont vraiment cherché à faire le meilleur jeu possible, et je sais pas s'ils le referaient comme ça aujourd'hui. Moi, je sais que non, mais... Parce que Catch-Up, maintenant, ils sont orientés, ils viennent de sortir Flip 7, enfin, on est sur des jeux qui sont... The Loop, c'est un vrai expert, quoi, pour le coup. Et on est sur des jeux qui sont plus accessibles, etc. Donc, il y a ça qui est beau aussi, quoi. C'est la marque d'un moment où, comme tu le dis, ils ont fait péter leurs règles, ils sont allés à fond dans une direction, et c'est assez fort, je trouve. Ouais, il y avait aussi un espace de liberté qui était plus facile pour eux de se dire... Et objectivement, quand je regarde le temps qu'on a consacré à The Loop, qui a plutôt bien fonctionné, donc... Le retour sur investissement, si je parle un peu salement, a été pas mauvais pour eux. Mais voilà, on y a consacré un nombre de séances de travail et d'heures de développement. Bon, encore à l'heure actuelle, je joue pas beaucoup à mes prototypes. Je suis pas un auteur qui joue un peu ad nauseam. The Loop, ça doit être toujours le 2 ou 3e jeu auquel j'ai le plus joué depuis 2016, le début de BG Stat, quoi. Parce qu'on a fait un nombre de parties, mais vraiment conséquent pour essayer de tout équilibrer et tout gérer. Et ça... effectivement, en termes éditoriaux, c'est une aberration le temps que Sébastien y a consacré, quoi. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on s'est marré et qu'est-ce que c'était une époque où je garde des souvenirs vraiment très 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 forts. Il va y avoir 2 extensions à The Loop qui n'ont pas très bien marché, je pense. Non, vraiment pas. Et c'est dommage parce qu'elles sont assez cool. Il y a la revanche de Foodzilla qui ajoute vraiment une toute nouvelle façon de jouer. Tu dois vraiment réfléchir autrement comment tu fais tes trucs. Et encore, à l'intérieur de l'extension, il y a 2 modes de jeu. Il y a 2 modes de jeu et il y a 2 nouveaux personnages. Là, les possibilités sont vraiment folles. Moi, je les ai achetés par principe parce que j'adore le jeu, mais j'ai pas tellement joué avec Foodzilla. Faut dire aussi que le jeu de base est déjà tellement riche que tu peux te poser la question, surtout aujourd'hui avec l'offre qu'on a, etc., de si tu as besoin d'une extension. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi la période Covid je pense que c'est vraiment ta première théorie avant tout, quoi. Moi, j'aime bien cette grande théorie que je fais souvent, mais c'est les jeux, il y a vraiment la tarte au concombre. C'est-à-dire qu'on a sorti The Loop, tout le monde a trouvé, on a eu des vraiment très bons retours, et tout le monde nous a dit « C'est cool tous ces modes de jeu, là on en veut plus ». On a fait « Bah ok, grave, on vous en fait plus ». Et puis quand on est arrivé, tout le monde a dit « Non, en fait ça va, là on n'a pas fini, quoi ».
Et donc, je pense qu'on est arrivé trop tôt en termes de développement sur cette première et encore plus sur cette deuxième extension, en se disant le jeu fonctionne bien, il y a tout un public qui a envie d'en avoir plus, bah, on va leur proposer plus. Et puis en fait, il y avait surtout tout un public qui avait fait 5 parties du premier mode et qui était un peu genre, bah, j'ai pas acheté une extension, j'ai vraiment pas fait le tour. Ce qui est hyper positif pour nous, parce que ça veut dire qu'on avait bien bossé sur la boîte de base, mais du coup, Foodzilla et les 2 persos supplémentaires sont... Brigade à poil. La brigade à poil. Merci, j'avais plus le nom en tête, tu vois. C'est drôle. C'est bien, ça doit être Seb ou Simon qui a trouvé le nom. Quand c'est arrivé, bah, c'était un peu trop tôt par rapport à ce que les gens avaient besoin. Et donc, fondamentalement, les gens se sont dit, bah oui, je vais pas acheter une extension pour The Loop, j'ai pas fini The Loop, en fait. Brigade à poil qui est pourtant un peu plus sobre éditorialement. Ça n'ajoute pas de mode de jeu, c'est juste des cartes persos et des cartes. Persos. Et donc du coup, bah, paradoxalement, même si elle est moins riche, moi c'est celle que je vais plus vite ajouter, quoi. J'aime bien le chat. Charouman, qui a une main de 4 cartes, mais qui a que des cartes indoupables au départ. Ouais. C'est ça, tu vois, là il est très facile à implémenter, donc c'est cool, je trouve, c'est ça qu'on veut dans une petite extension comme ça, tu sais que tu vas pouvoir l'utiliser sans devoir te retaper la règle des modes additionnels, etc. Et le chien là qui met en jeu les cubes noirs qui sont des téléporteurs. Et ouais, là ça casse bien la tête, mais ça renouvelle aussi pas mal les sensations sans avoir trop de règles à ingurgiter, etc. Donc ouais, moi j'ai la totale et j'y joue encore avec plaisir, mais oui, c'est un cas intéressant de voir comment tu peux faire un jeu de base déjà très riche et que ça peut te desservir après un petit peu, en termes d'extension. C'est vrai que dans un monde idéal, la petite boîte avec les 2 persos ajoutait 2 persos de 2 époques différentes, et nous on aurait voulu en faire 7 de plus, quoi. Histoire de re-avoir un rooster de un perso pour chaque époque, et d'avoir un truc avec plein de persos différents. On avait des idées, on avait écrit, on avait fait notamment genre Clone Vandame, qui était un perso qui jouait sur les clones, et un perso que j'aimais beaucoup qui était le cube gélatineux primordial, qui était pour ceux qui sont fans de The Loop, qui était un gros cube bleu, son meeple c'était ça, et c'était lui-même un cube d'énergie infinie. Donc il pouvait faire en sorte que les autres viennent sur sa case pour l'utiliser, etc. Enfin bref, on s'était éclaté, il y avait vraiment... C'était un jeu sur lequel on avait une grande liberté de développement avec Max, qu'on a un peu exploité, mais sur lequel on n'a pas pu aller partout où on voulait. Mais je pense que The Loop correspond le plus à ce que j'aime en tant que joueur. C'est-à-dire que moi, je suis un immense fan de Ghost Stories, j'aime beaucoup Pandémie, j'aime encore plus toute la vague Legacy de Pandémie. Vraiment, les jeux coop, comme ça, ce que tu évoquais, les jeux, moi j'appelle ça les jeux coop conseil de guerre. Où, on se pose, on est 4, notamment j'ai beaucoup celui à Pandémique, on se pose, ok, toi t'incarnes le répartiteur, mais on s'en fout, là, on prend 10 minutes où on se dit, ok, je peux faire ça, 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 on fait ça. Attends, regarde, si tu fais ça et que moi je fais ça et qu'il se passe ça, on pourra faire ça. Et jusqu'au moment où on trouve le plan qu'on déroule, et ça se passe jamais sans accroc, il se passe des choses. Et moi, c'est des jeux auxquels j'adore jouer, donc The Loop correspond très très fort à ce que j'aime en tant que joueur, pour le coup. Ce qui fait que il n'y a pas beaucoup de mes jeux auxquels je rejouerai avec énormément de plaisir. Là, le fait d'en parler, j'ai presque envie de faire une partie de The Loop, quoi, alors que je ne l'ai pas fait depuis longtemps. En 2020, on va avoir un autre jeu avec Maxime Rambourg, mais qui n'a rien à voir. C'est le coffre au trésor. Ah oui, 2 salles, 2 ambiances, effectivement. Ouais, chez Ozu. Ouais. Un jeu qui va chercher à créer une scénographie avec le matériel. On a un petit coffre, des jetons à l'intérieur. Et c'est un jeu très simple, où on tire un jeton dans un sac et on fait ce qu'il y a dessus. Donc tu l'évoquais un petit peu plus tôt, c'est cette inspiration du verger, d'avoir un truc qui a une très forte base de hasard, qui va être assez linéaire, hein. L'espace de choix va être un peu limité. Des fois, tu vas choisir qui tu attaques, etc. Globalement, c'est vraiment, tu sors ta pièce et tu fais ce qui est écrit dessus. Ça peut très bien fonctionner avec les enfants. Ouais, c'était vraiment l'idée d'une belle scénographie, d'un truc qui raconte un peu une histoire, et d'avoir ce système ce dispositif de hasard. Et c'est marrant parce que fondamentalement, moi je suis plus un auteur de jeux familiaux, je pense, dans mon ADN. Et Max, avec The Loop, m'a tiré vers un peu plus de complexité. Et moi, je l'ai tiré vers un peu plus de simplicité avec le coffre au trésor ou d'autres jeux plus simples qu'on a pu faire par la suite. Et c'était assez marrant de voir contre le hasard, contre le... Ouais, et puis surtout, vraiment, en termes d'appétence, je pense que lui, il aurait jamais designé un jeu comme le coffre au trésor. Il a été vachement à l'écoute et ça s'est très bien passé, mais naturellement, ses idées ne seraient pas allées dans ce sens-là, comme mes idées ne seraient pas allées vers un jeu aussi complexe que The Loop. Et donc c'était marrant de voir que la fusion de nos 2 cerveaux nous amène à des trucs très très différents. Et on s'est bien marré, c'est aussi un jeu de session de travail. Avec Max, on se retrouve souvent et on bosse. Un jeu comme The Loop, sur lequel on a fait beaucoup de sessions de boulot. À un moment, le 3e jour, on en a marre, on est cramé, on s'en fout de ses énergies et de ses cartes, là, on n'en peut plus. Et donc des fois, c'était un peu genre, ah bah vas-y, j'ai une idée d'un jeu avec des pièces qu'on sort d'un sac, on prend le temps, on en discute, et puis ça fait un peu un jeu
annexe en termes de travail sur lequel on a moins de jus de cerveau à mettre, quoi. C'est ça, pour quand même rentabiliser la session de travail, puisque vous habitez loin, Ouais. voilà, quand vous voyez pendant 3-4 jours, bah, il faut que ça vale le coup. Mais en même temps, ouais, comme tu dis, moins d'énergie, ça fait une respiration, Ouais, quoi. moins de développement. Et puis, vraiment, plus avec Max, comme on a vite compris qu'on fonctionnait bien ensemble, qu'on rebondissait bien, bah, c'est assez facile de lancer plein de projets en même temps et puis bah, juste de les poser et puis de voir un peu ce qui se passe. Ce qui a clairement été le cas du coffre où je pense qu'on l'a fait en plusieurs petites sessions de travail, mais on n'a pas eu besoin de faire 1000 parties, de faire beaucoup de développement. Puis surtout, on pouvait le laisser reposer d'une séance à une autre. Quand on revenait, on se souvenait des règles, quoi. Il n'y avait pas de souci. J'ai fini par le planquer, parce que j'en avais marre d'y jouer. Ah, trop bien. Mais ma fille aime beaucoup, mais je rejoins un peu ce que je te disais avec SOS Dino. Ouais. Pour les adultes, il y a un côté un Oui. peu linéaire, où le fait que tu n'aies pas d'espace de choix, bah, autant je pense que ça fonctionne très bien pour les enfants. Je dirais pas que c'est ton jeu pour enfants auquel les adultes peuvent le plus s'amuser. Oui, non, clairement pas. Il n'y a pas beaucoup de choix, tu as tout à fait raison. Mais c'était vraiment l'idée de... Comme le dé du verger que je lance et que je subis, là, le jeton que je sors, bah, je regarde ce qu'il y a dessus et je fais ce qu'il y a dessus. Toujours en 2020, un autre co-autorat important, c'est ton premier jeu avec ta compagne, Ouais. Élodie Clément, La Maison des Souris, chez Gigamic. Ouais. On parlait de scénographie avec le coffre-trésor, là on est sur un level Ouais. encore au-dessus. Je pense que tu as déjà raconté l'histoire quelques fois, c'est-à-dire que bah, c'est toi qui as un premier proto qui trouve ça un peu nul, et c'est Élodie qui rentre le soir et qui dit « Ah mais attends, on pourrait faire comme ça, etc. Ouais. Notamment le truc principal étant moi, c'était dans une seule grande pièce et Elodie amène le côté maison qui révolutionne le proto et change vraiment tout. Et c'est un jeu assez original dans le paysage du jeu pour enfants qui tourne souvent un petit peu autour des mêmes mécaniques, etc. Là, c'est un jeu d'observation, rapidité, mémoire, Ouais. avec cette fameuse lampe qui va s'allumer que pendant 30 secondes, Ouais. et on doit regarder par les trous de la maison, essayer de retenir quel objet est où. Et bah, là, le côté coopératif est vraiment imposé par le jeu et par ce compte à rebours, parce que bah, tout seul, tu ne peux pas observer dans les 4 pièces à la fois. Et puis après, le jeu te pose des questions, et je trouve le système vraiment bien foutu. Où en fonction du plateau de difficulté que tu prends, ben, tu vas avoir plus ou moins de précision dans la mémoire, dans ce que tu dois amener. Donc des fois, ça va être une question un peu binaire de est-ce que l'objet est dans cette pièce ou pas. Ouais. Et puis ça va être un peu plus précis de les objets ont tous 2 faces. Et ben, tu dois dire, tiens, cet objet-là, il était sur cette face-là ou cette face-là. C'était une sucette ou un bonbon. Et donc bah, là, c'est déjà un peu plus complexe, et tu as moins ce truc de une chance sur 2. Ouais. Donc je trouve ce jeu vraiment bien foutu, pour le coup, bien designé. Et moi, j'apprécie que vraiment dans son game design, il te force à la coopération. Et là, tu peux pas du tout avoir un adulte qui va dire à l'enfant, fais ci, fais ça. C'est un jeu très inspiré de tout le travail de Dry Maguire. Au final, ça sort chez Gigamic, qui localise souvent les jeux de Dry Maguire parce que je les connais mieux. Très inspiré par ce que fait Dry Maguire dans cette importante scénographie et dans en tout cas cette histoire qui est portée par le jeu. C'est un jeu sur lequel on a eu énormément de chance, entre autres parce que Delphine Brennan, qui était notre chef de projet chez Gigamic, venait d'arriver chez Gigamic, et elle a eu que ce projet pendant une longue période de temps. Donc elle a pu développer notamment l'aspect matériel avec l'usine, qui a été un casse-tête sans nom. Ouais, il y a beaucoup de boulot, surtout pour pas que ce soit un jeu à 50 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, tu vois, c'est un jeu à 32-35, ce qui est la fourchette haute des jeux pour enfants, et ce qui nous a stressé à la sortie de se dire, bah, si ça se trouve, personne va en vouloir parce que c'est trop cher. C'est un jeu qui a un très beau succès dans les jeux pour enfants, on est hyper content de ce que ça a fait. Avec un peu de déception de j'arrive pas à savoir si c'est sorti en Allemagne ou pas. Ah ouais. Entre autres parce que, et il y a vraiment un péché d'orgueil sur ça, mais c'est un jeu qui a été nommé à l'As d'Or Enfant et qui a perdu contre Dragomino. Et je me souviens que Delphine, dans un soutien très sympathique, quand on a perdu, m'a dit « Non, mais on a perdu là, mais c'est parce que comme ça, on gagnera le Kinderspiel !» Avec un truc, évidemment, sans y croire vraiment, mais à se mettre un peu. Et quand il y a eu le Kinderspiel, j'étais un peu genre « Voyons voir !» Et puis, on n'a jamais été recommandé, ni nommé, et sans la prétention de se dire qu'on le mérite. J'attendais un peu et j'ai pas réussi à trouver sur internet trop d'informations sur une version allemande. Donc peut-être qu'elle est sortie de manière très confidentielle. Je crois qu'il y a un éditeur qui devait le faire, mais tu vois, j'ai pas d'infos. Et ça m'a amené ce qui m'arrive rarement, mais un peu de déception de me dire j'aurais bien aimé que le Spiel il le voit et qu'il donne leur avis. Pas tant, évidemment, le rêve était de nommer, voire de gagner, mais pas tant pour ça que de est-ce que cet échec à l'As d'Or, mais cette force de se dire les gens nous ont nommés, est-ce que c'était francophone? Est-ce que d'autres gens auraient pu le voir et dire aussi, ouais, nous qui sommes un jury de pros, on l'a trouvé super.
Ce qui est un truc qui, de moins en moins, mais à l'époque en tout cas, comptait vraiment fort pour moi de validation un peu de mon travail. Et j'ai été un peu validé par rebond d'ailleurs, parce qu'on a perdu contre Dragomino, de Bruno Cata, Wilfried et Marie-Fort. Et j'étais très content pour eux, c'est un super jeu, mais j'étais quand même un peu deg, j'avoue. Et quand derrière ça a été nommé au Kinderspiel et que ça a gagné, il y avait un peu un truc de se dire ouais, on a perdu contre un extraordinaire jeu, je le savais déjà un peu, mais là ça le confirme. Et donc ça m'a aidé à être moins déçu de cette défaite, quoi. C'est aussi un jeu du coup qui va être un tremplin pour Elodie Ouais, tout à fait. en tant qu'autrice et qui maintenant va faire d'autres projets avec toi, on va y revenir, avec Maxime Rambourg aussi, et puis qui maintenant fait des projets toujours en co-autorat, mais avec d'autres personnes que toi. Clairement. Et donc ça c'est intéressant de voir une première expérience qui n'est pas un one-shot, mais qui donne après naissance à d'autres collaborations et un parcours en son nom propre, quoi. C'était chouette de la voir, et moi c'était hyper émouvant le fait que on se connaisse forcément très très bien, mais de travailler avec elle, il y avait un petit truc il y avait un petit défi, quoi, de se dire je sais pas comment ça va marcher, je sais pas comment ça va fonctionner. Comment est-ce que je fais pour lui laisser sa place? C'est ça, en plus moi là donc elle a quitté son boulot il y a à peu près 1 an, mais à ce moment-là elle avait encore un travail salarié à temps plein, donc c'est beaucoup moi qui ai présenté le projet, qui l'ai porté. On le sait aussi dans les duos créatifs, quand quelqu'un a une position un peu plus installée, des fois on oublie un peu le binôme. Moi je l'ai vécu quand tu fais un jeu avec Bruno, c'est soit un jeu que de Bruno Catala, puis là c'était souvent un jeu que de Théo Rivière, donc il a fallu qu'on s'entraîne un peu sur ça. Et vraiment la relation de travail a été hyper cool. C'est pour ça qu'on a fait d'autres choses ensemble par la suite, mais ça a vraiment été très agréable de bosser ensemble, ce qui était plutôt rassurant aussi. On a en 2020 une extension pour Domination Silk Road. Ah oui, je me suis dit que tu n'avais jamais vu ça, parce qu'on n'est pas crédité sur BGG, je m'en suis rendu compte. En gros, Holy Grail nous engage pour travailler avec eux sur le développement de Domination avec Kaedama, ce qu'on fait pendant 2 grosses séances de travail avec beaucoup de plaisir, une très bonne équipe. Et à la fin, ils nous disent d'ailleurs, si vous voulez faire une extension, faites-la. Et donc on brainstorm un peu. J'en parlais, des fois les projets sont plus portés, là c'est un projet clairement porté par Antoine et Ludovic, même si Corentin et moi on a mis un peu notre grain de sel dans tout ça. Mais sort à un moment cette extension de Domination dont on est les co-auteurs pour le coup. Vraiment en tant que mercenaire, quoi. Il y a un jeu de base qui fonctionne et on vient vous chercher pour faire une extension de plus, et aussi parce que il y a vraiment un truc que j'avais bien aimé de remerciement presque, ok, notre session de développement s'est bien passée, vous êtes bien éclaté sur le projet, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, faites une extension, nous on la rajoutera au Kickstarter avec grand plaisir. Donc il y a un truc un peu chouette de allez, écoutez, nous on s'est bien marré, donc on va essayer de trouver des choses à faire. C'est la frontière en fait entre le développement et l'autorat, qui est parfois mince en fait. Comme tu le disais, avec Cédric Barbet, tiens, c'est quoi? Est-ce qu'une idée originale suffit à être auteur? Est-ce que du développement suffit à être auteur? Je sais que Simone Luciani, c'est un truc qui fait pas mal. En tant que développeur en interne chez Cranio, au bout d'un moment, il dit bon, vas-y, je mets mon nom sur la boîte parce que. T'as une position par rapport à ça? T'as une règle un peu? Moi, ce qu'on m'a un peu éduqué, c'est que c'est jamais moi qui demande le co-autorat, et c'est toujours mes co-autoristes qui me le proposent. Et je l'ai vu, il y a des projets typiquement de Max sur lesquels j'ai amené beaucoup de conseils et j'ai eu beaucoup de plaisir à lui recommander de faire des choses, et il m'a dit à un moment vas-y, on le fait ensemble, c'est logique, et on l'a fait ensemble. Et il y a des projets avec Max ou avec d'autres gens où j'ai amené beaucoup de conseils et il me l'a jamais proposé spécialement. Et il n'y a pas de problème, quoi. C'est-à-dire que je me suis jamais senti mal dans cette position. Si ça m'était arrivé, je pense que j'en aurais parlé, et vraiment ça m'est jamais arrivé, mais il y a un peu un truc de se dire c'est gratuit et c'est normal d'amener des conseils et de faire un peu du dev d'une certaine manière avec les copains-copines, mais il faut jamais rien attendre en retour. Et donc moi j'ai un plaisir de me dire ok, je te donne plein de conseils, et si le jeu il marche, je suis trop content pour toi, et c'est parti, quoi. Avec Max comme avec plein de gens. Sur le développement dans les maisons d'édition, pour moi, le développement reste le développement, et donc c'est le rôle de la maison d'édition. Le nom de la personne qui fait le développement est déjà un peu sur la boîte, c'est le logo de la maison d'édition et il est là. Si je prends l'exemple de Boréal chez Spiral, sur lequel on a fait beaucoup de dev, à aucun moment on aurait proposé à l'auteur d'être co-auteur, parce que c'est pas le cas, on a juste fait notre travail de développement. Et donc quand ça arrive, il faut vraiment pour moi que ça soit dans un cadre très très précis et très très encadré, pour que je sois pas mal à l'aise à cette idée-là, de se dire t'as fait ton boulot de développeur pour lequel tu es salarié en plus généralement, et tu vas être co-auteur et prendre une partie des droits d'auteur, c'est bizarre, quoi. Il y a un truc qui me dérange dans le fonctionnement. Évidemment, j'exclus pas le fait que ça puisse m'arriver dans des situations où on en discute, et c'est un peu cliché de dire ça, mais généralement quand il y a une vraie discussion et qu'on en parle assez librement, ça fait des situations qui sont pas très complexes, mais je l'ai jamais vécu
Sticky étant un cas encore un peu plus particulier, mais je ne l'ai jamais vécu sur le proto est chez la maison d'édition. Et puis à un moment, l'éditeur nous dit ouais, par contre, mon développeur ou ma développeuse a beaucoup bossé. Est-ce que ça vous dérange si elle est créditée comme auteur ou autrice? Oui, dans ce sens-là, c'est moche. Parce que, comme tu bizarre. le dis, il y a un enjeu. C'est pas juste mettre son nom sur la boîte, il y a un enjeu financier derrière. Et pour toi qui es auteur à temps plein, bah, voilà, ça te fait diviser par deux sur tes revenus sur ce jeu-là. Et puis il y a vraiment un truc de ce que ça raconte sur ce qu'est le développement. Mais ce qui n'est pas évident parce que le développement lui-même, c'est un truc créatif chez les maisons d'édition. Donc je vois quand même que la frontière, des fois, elle est un peu mince, quoi, c'est sûr. Et puis pour terminer 2020, le Papa Fourmi. Ah oui, mon premier jeu chez Ozu. Je rencontre Ozu au travers d'un projet qui sortira bien plus tard, qui est le jeu Azuro, qui est donc une licence qui est chez Ozu, qui édite avant tout des livres au démarrage. Jérémy Fleury, illustrateur d'Azuro, le livre pour enfants, nous contacte avec Kaedama en disant « Oh, j'aimerais bien faire un jeu, mon éditeur, ma maison d'édition est OK, est-ce que ça vous dit de bosser avec nous dessus ?» Et donc on réalise ce jeu, il est signé chez Ozu, il mettra longtemps à sortir, mais il est signé. Et moi je rencontre deux femmes qui travaillent chez Ozu à ce moment-là, Laura Lévy et Déborah Schwartz, qui sont en charge de la gamme jeux de société. Et moi, je les trouve hyper sympas, quoi. Il y a une troisième personne d'ailleurs, Sarah Favaron, qui est partie par la suite. Et vraiment, je me dis, wow, trop cool, elles sont hyper sympas, ça bosse bien, c'est chouette. Et je leur dis, bah, vous cherchez pas des protos? Ah bah si, grave. Et donc, vraiment, je fais une session parisienne où j'arrive avec plusieurs jeux pour leur montrer un peu j'ai vu que vous aviez telle gamme, j'ai pensé à ça. Et je leur proposais plusieurs projets qui ont bien matché, puisqu'il y en a pas mal que je vais sortir avec Ozu, qui est devenue une maison d'édition à qui je propose régulièrement des projets avec qui j'ai plaisir à rebosser. Et le Papa Fourmi fait partie d'une première série de petits jeux de cartes qui est presque un exercice de style à un moment, de se dire ok, chez Ozu il y a cette petite gamme de jeux de cartes dans lequel il y en a de mémoire je dirais 56 maximum plus 2 cartes de règles. Ok, bah, je vais réfléchir à qu'est-ce que je peux faire à partir de cette contrainte matérielle, et je vais arriver avec plusieurs propositions dont le Papa Fourmi, un coop à partir de 3 ans très 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 simple, mais sur lequel je m'éclate bien sur l'histoire que ça raconte et un peu tout ce qu'il y a autour, et ça leur plaît, et puis c'est parti. On est sur du jeu enfant qui est moins affilié. Tu vois, Loki c'est affilié à Yellow, donc tu sais que tu vas avoir des personnes qui font quand même attention aux mécaniques, etc. Et ici, je pense qu'on est plus sur les sensations, sur l'histoire que raconte la thématique, etc. Ils ont moins cette culture du jeu, et du coup ça permet d'explorer d'autres territoires, je pense. Fond. Et puis là, c'est du 3-4 ans, Papa Fourmi, donc c'est un moment où on peut pas accueillir beaucoup de mécaniques de jeu, donc on est vraiment sur ces jeux un peu preschool que je fais pas beaucoup. Moi, ce qui me charme chez Ozu, au-delà de vraiment les grandes compétences dans leur gestion de projet, dans la manière de procéder, c'est leur univers graphique qui est proche du livre, où elles vont chercher des artistes un peu partout, avec des pattes vraiment différentes. Des gens qu'on voit pas dans le monde du jeu. C'est ça. Et donc je me retrouve et le Papa Fourmi en est un bon exemple, je trouve ça vraiment adorable, c'est hyper mignon. Et il y a un vrai plaisir à bosser avec elles sur... ok, le déroulement va être très agréable pour le coup. Elles vont pas trop mettre les mains dans le cambouis du game design, ce qui va un peu évoluer avec le fait qu'Ozu va prendre plus d'espace et plus de place dans le monde ludique. Mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup de GD qui est fait, mais il y a un vrai plaisir d'échange et de réflexion sur ce que doit être le jeu à la fin. On arrive en 2021, année dans laquelle tu vas notamment poursuivre ta collaboration avec Ozu. Donc on a 3 jeux, Space Dogo, Unagi et Fifoot. Très bon nom. J'adore ce nom, c'est même moi qui l'ai trouvé. Qui sont encore des petits jeux de cartes. Ouais, c'est ça, ça rentre dans cette volonté-là pour eux de faire plein de petits jeux de cartes avec des auteurs et des autrices, et puis moi de bosser avec toute cette équipe-là. Fifoot, qui était la grande kermesse des animaux, qui est une sorte de stupide vautour pour enfants, vraiment sur ce côté révélation simultanée où on récupère des choses au milieu. Unagi, dont je me souviens pas exactement les règles, mais qui est un jeu de pêche où on va récupérer des choses. On va pêcher des cartes au milieu, et des fois on peut pêcher des boîtes de conserve, et il faut être un peu poker face sur ce qu'on a récupéré, qui est à mourir de rire à jouer avec des enfants de 5-6 ans, parce qu'ils n'ont jamais la poker face, et donc ça marche assez bien. Et Space Dogo, qui est un jeu que j'ai fait à partir des illustrations d'un copain qui s'appelle Aurélien Fernandez, qui avait fait un Inktober avec des chiens dans l'espace que j'avais adoré. Et donc c'est pas lui qui a illustré le jeu à la fin, ils n'ont pas repris ses dessins, mais c'est vraiment ma source d'inspiration, c'était ce moment-là et les dessins d'Aurélien qui m'ont amené à faire un tout petit jeu de pli très accessible pour les enfants, sur lequel on s'est bien éclaté, et qui pareil a un univers graphique qui m'a bien fait plaisir. On va rester dans les jeux enfants avec une sortie très importante
chez Loki, pour le coup, c'est Détective Charlie, Ouais. qui est un jeu dont tu crées la mécanique, mais où tu vas être assisté par les faits hilars Ouais. sur la rédaction des scénarios. Et voilà, qui est un jeu, là aussi, auquel j'ai énormément joué. Pendant un moment, je l'ai planqué, là aussi, pour plus que ma fille me le demande. Maintenant, elle sait lire, donc elle a l'âge d'y jouer Parfait. toute seule. Là, pour le coup, on est sur une tranche d'âge plus élevée. Si Ouais. on veut y jouer seul, en tout cas, c'est à partir de 7 ans. Ouais. Parce que d'une part, il faut savoir lire. C'est un jeu à scénario. Les scénarios sont, sur le papier, pas rejouables parce que c'est scripté. Il y a un cas qui a repeint la plage en rose, qui a mangé le chocolat, qui a pété dans le dortoir. C'est vrai. Et puis, il y a un seul ou une seule coupable. Mais les enfants, ils oublient au bout d'un moment, ou même s'ils n'ont pas oublié, ils ont envie de refaire l'histoire. Et c'est un mini-jeu d'enquête où on est ce personnage que j'adore, hein, Charlie, une chatte qui est détective et c'est une mécanique à base de dés tout simplement. Et l'idée c'est d'aller voir les différentes personnes. Donc on a un petit set de cartes dans chaque scénario et on va petit à petit nous donner des infos qui vont nous aider à faire de la déduction. On sent que vous avez bossé pour que ça soit un peu évolutif dans la complexité des déductions. À chaque fois, on a un petit casting de suspects et suspectes sur le bord de la boîte, et petit à petit, on va les éliminer. Et au début, c'est vraiment bateau, genre on te dit ça peut pas être elle parce que elle était en train de faire du sport chez moi. Et par après, il va falloir recouper certaines infos, aller voir plusieurs personnages différents pour pouvoir éliminer les suspects et vraiment procéder à des vraies déductions. Tu vas avoir des infos, la taille de maillot de bain, etc. Et il va falloir parvenir à recouper tout ça. Moi, je me suis beaucoup amusé, et puis c'est une belle rencontre aussi, où c'est un projet à la jeunesse compliqué, pas la jeunesse, puisque ça fait partie de ces projets où d'un coup j'ai l'idée, je fais un premier scénario, je teste, et puis c'est pas mal, quoi, en fait, ça marche, donc je leur bricole un peu, et puis très vite j'ai un truc présentable, et très vite Loki est assez partant pour éditer le jeu, et donc le processus éditorial se met en place très rapidement. Il y a un créneau à prendre aussi, hein, le jeu d'enquête pour enfants, il n'y en a pas des masses. Il y avait presque rien à l'époque, si ce n'est rien. Et vraiment, moi, cette idée d'avoir un univers un peu sympa, d'en faire un truc, c'était un univers sorcière qui a évolué, ça s'appelait Sherlock Witch. Et puis le projet, là encore, dort sur des étagères pendant vraiment très longtemps, ça n'existe pas vraiment, je change de chef de projet. Puis moi, je sens qu'il n'y a pas une excitation extrêmement forte chez Loki pendant tout un moment. Ce qui fait que de mon côté, je suis un peu nul parce que je rédige pas d'autres scénarios, j'avance pas trop. Vraiment, c'est un projet où je pense que ça va être annulé régulièrement. Et puis Mathilde, notre chef de projet de l'époque, qui était super, à un moment me dit j'ai trouvé 2 personnes, les faits hilars, Marie et Stéphanie, pour qu'elles avancent sur l'aspect scénaristique et puis qu'on fasse évoluer le jeu à ce niveau-là. Est-ce que c'est OK pour toi ? Et j'avoue qu'à l'époque, moi je suis un peu genre ouais, whatever, j'en ai marre, faites ce que vous voulez, ça me saoule quoi. Et donc Marie et Stéphanie s'attellent à bosser sur la boîte et donc rédigent les scénarios, donc elles sont créditées comme co-scénaristes sur cette première boîte. Et puis le jeu sort, mais vraiment je crois que ça sort, personne n'y croit vraiment trop quoi. Il y a un peu un truc de. Il y a eu 2 autres chefs de projet depuis, je crois, enfin tout a été compliqué. Et puis le succès est plutôt au rendez-vous, ça prend très vite, ça marche bien. Là encore, sur cette même année, on est nommé aux As d'Or Enfants, on perd là encore contre Dragomino. Mais le jeu plaît beaucoup, plutôt un chouette succès. Et ça remet un peu d'énergie dans le projet. Moi, j'arrête aussi un peu de faire ma tête de con, et à un moment, je propose à Marie et Stéphanie de se rencontrer pour de vrai. Et donc, quand on commence à bosser sur la première extension, les vacances de Détective Charlie, on le fait pour de vrai ensemble. Ce qui fait qu'on fait évoluer aussi un peu notre statut, parce qu'il y avait un truc qui me plaisait pas en termes d'ego, donc elles sont plus co-scénaristes, mais elles sont co-autrices à partir de la deuxième boîte et puis sur toute la suite. Ce qui fait aussi que c'est un peu annexe, mais c'est intéressant d'en parler, là où on avait des droits d'auteur qui étaient divisés un peu bizarrement, parce que moi j'étais auteur, elles étaient scénaristes. À partir d'un moment, on s'est dit, en fait, on va arrêter de faire des calculs d'apothicaire un peu débiles, vous êtes mes co-autrices, on est à moitié-moitié. Ce qui est quand même un peu mieux. Et puis derrière, on s'est vraiment rencontrés sur la deuxième boîte et puis sur les projets annexes. Et maintenant, c'est des gens avec qui j'ai beaucoup de plaisir avec qui travailler, avec qui on s'éclate énormément dans l'univers, à raconter nos petites histoires, à faire évoluer nos personnages, à raconter des choses. Et donc c'est un projet qui me tient vraiment fort à cœur. Oui, vous allez vraiment développer l'univers, on va recroiser les mêmes animaux
d'une histoire à l'autre, et il y a une espèce de méta-histoire qui se développe un petit peu, de Paul Poulpe, c'est celui qui est un peu maladroit, machin, etc. Ça va devenir une gamme, hein, il va y avoir un calendrier de l'Avent, etc. Pour l'instant, on a fait le jeu de base, une extension, un livre et le calendrier de l'Avent. Ah oui, un livre aussi, ouais. Et on a d'autres projets qui arrivent peut-être cette fin d'année, mais c'est un peu chaud en termes de production, mais au moins l'année prochaine, avec une nouvelle grosse boîte, un standalone avec 6 nouveaux scénarios, un tout petit peu plus compliqué, et avec cette fois-ci une histoire qui se suit de scénario en scénario. Donc une grande enquête à résoudre, découpée en plein de petites enquêtes. Cool, bah ouais, dans l'idée aussi de suivre les enfants qui auraient grandi avec la première boîte, et de pouvoir leur donner des enquêtes un peu plus touffues. Sans mauvais jeu de mots. Pour boucler les jeux enfants de 2021, il y a Around the World chez Djeco, un jeu de roll and move. Ouais, tout à fait. On doit faire des petites missions, j'y ai beaucoup joué aussi. On a des petits pandas qui doivent remplir des cartes postales et aller aux bons endroits, valider les bons animaux. Et c'est un peu mon premier jeu de déplacement, dans le sens où, là encore, tu es drivé par le hasard, tu lances un dé qui va te faire 1, 2 ou 3 points d'action, mais après, il y a un peu de technicité, de planification, dans le sens où tu as différents véhicules sur le plateau. C'est un jeu que tu fais avec Matthew Dunstan, qui est un auteur assez renommé, avec qui j'imagine tu étais content de bosser. Et donc ces véhicules vont nous permettre d'emprunter des raccourcis pour prendre l'avion, le train, etc. Mathieu, on se rencontre un peu sur les différents festivals, on discute et puis on sympathise pas mal, aussi parce que c'est aussi un joueur de Magic, donc on se découvre un peu une passion commune, et puis vraiment c'est quelqu'un que je vois sur plein de festoches, à chaque fois on se prend un peu des nouvelles, on discute, j'ai vraiment de l'amitié pour lui. Et en un moment on se dit vas-y, il faut qu'on essaie de faire des trucs ensemble, on essaie de faire plein de choses, souvent ça ne marche pas, on a eu plusieurs projets maudits, des trucs annulés, des trucs chiants. Un projet de jeu pour enfants qui prend des plombes, mais toujours un plaisir à bosser ensemble régulièrement. Et pendant le Covid, justement, on se dit, vas-y, en fait, on va essayer de maintenir le lien. Moi, je suis aussi quelqu'un qui, je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai beaucoup de plaisir à parler en anglais, donc j'ai envie d'entretenir un peu ce truc-là. Et donc, pendant le Covid, on se voit tous les 15 jours à peu près pour discuter de projets et d'avancer. Et avant ça, on a fait quelques sessions de boulot à la maison, où il est venu à l'époque où il n'était pas de retour en Australie, il était encore en République tchèque. Et donc il venait à la maison, on a fait quelques sessions de boulot. Et je crois que c'est lui qui arrive avec cette idée de un jeu pour enfants où il y a des véhicules. Fin du pitch, et puis on en discute, et puis au fur et à mesure, on arrive à arriver à Around the World. Donc c'est pas un jeu qui a eu un très grand succès, même vraiment pas du tout. Mais il y a plein de choses que j'aime bien, dont j'adore les points de victoire. Cette idée purement thématique, mais j'envoie une carte postale depuis une ville, et puis j'ai mes petites cartes postales au fur et à mesure des différentes villes. C'est un truc que j'aime beaucoup. Djeco, on a fait un truc assez charmant en plus en termes d'objets. Très beau, c'est très coloré. Ouais, très chamarré, très mignon. Ouais. J'ai des éditeurs comme Djeco qui a plus une habitude et qui est plus attendu pour ses petits jeux de cartes. On l'a vu un peu avec Glisse Glace, mais les grosses boîtes chez Djeco peinent souvent à trouver la place dans les boutiques, et donc c'est un jeu qui est vraiment passé inaperçu pour la plupart des temps. Tu vois, j'étais étonné que tu l'aies vu et que tu y aies joué pour le coup. On a un nouveau jeu chez Lumberjack avec Bruno Catala. Tout à fait. Oh My Brain, qui est un jeu de défausse sur une thématique zombie, où on a un petit porte-carte. Il faut réussir à défausser sa main et son cimetière, donc qui est la zone sur le porte-carte. On va, au début de chaque manche, choisir quelle carte on rend accessible tout de suite et quelle carte on a pour plus tard. Puis au fur et à mesure que notre main se vide, on va pouvoir récupérer ces cartes-là dans l'ordre de notre choix, donc essayer de créer des jolis combos. On est sur un jeu de défausse et d'escalade, il faut toujours jouer une combinaison supérieure. Et donc il y a cette dimension-là de je vais un peu préparer ma main, et puis je vais essayer de caler un peu des pièges pour avoir les cartes au bon moment. C'est un jeu sur lequel là, 100% Bruno m'invite, à un moment me dit j'ai commencé à bosser sur ça, ça te dit on le finit ensemble, et puis c'est ce qu'on fait. C'est un jeu qu'on signe grâce aux réseaux sociaux, parce qu'à un moment je fais une photo disant on a fait ça avec Bruno, faut vraiment qu'on trouve une maison d'édition. Puis Antoine me contacte en disant c'est quoi sur le proto, ça me donne envie. Et puis l'histoire fait que ça se fait. Et c'est un jeu qui met un peu de temps à arriver, notamment parce qu'à un moment, Lumberjack est fort occupé avec Trek 12 de Bruno et Corentin Lebras. Et donc Trek 12 prend beaucoup de place, et donc on a moins le temps pour Oh My Brain. Et c'est mon exemple premier de un moment avec Bruno, on se dit ok, c'est parti, là il faut qu'on finisse le dev, on s'y remet. Aucune idée de comment jouer sur plein de détails. Donc même Bruno Catala, ça lui arrive. Parce qu'on avait fait plein de versions très très rapprochées, et donc toutes les versions se mélangeaient du nombre de cartes et tout. Et donc on s'est dit, c'est pas grave, on reprend comme si on en était là, et puis on re-regarde. Et puis on en a fait un truc qui, je pense, était meilleur à la fin, parce que là encore, il y avait eu un peu de temps de repos, la pâte avait levé, et donc c'était un peu meilleur. C'est fou ce truc-là. Au bout d'un moment, t'as tellement oublié un jeu que tu repars presque de zéro. Ok. Mais en même temps, je pense que les trucs qu'on a, tu vois, ça restait en sous-texte, et donc on les retrouve facilement, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on
qu'on a retrouvé différemment ou qu'on n'a pas retrouvé. Qui se retrouve cut Ouais. sans que ça soit une décision, mais juste par la force des choses. Ok. C'est Eric Lang qui disait, je sais pas à quel point il a raison, mais j'aime bien un peu ce truc-là de se dire, moi je prends pas de notes parce que les bonnes idées on s'en souvient. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, force est de constater que des fois t'es un peu genre, ouais ça je m'en souviens pas, ouais ça devait être nul en fait. Petit jeu de cartes toujours, Tucano, Ouais. dont j'ai parlé dans la rétrospective helvétique. On parlait de contraintes éditoriales, avec Ozu notamment. Bah, là, c'est la même chose. Hein. Helvétique, ils ont une gamme très identifiée, Ouais. très construite, avec des formes de cartes particulières, etc. Je crois que c'est toi qui viens les voir Ouais. avec l'idée d'entrer dans cette gamme. Tout à fait, moi je réfléchis le prototype du début jusqu'à la fin pour me dire, c'est dans la petite gamme chez Helvétique que j'aime bien. Et donc je propose le proto avec des cartes au bon format, avec un design qui est un peu proche de ce que pourrait Helvétique, réfléchi. Ça s'appelle Toucan ou Tucano dès le début en me disant, leur gamme c'est toujours un seul mot, donc je fais un seul mot. Vraiment c'est calibré pour essayer de rentrer dans cette gamme que j'aime bien. En partie parce que l'exercice de style me fait marrer, et en partie parce que je me dis, bah si j'y arrive, eux ça devrait les intéresser. Tu leur as pitché en vidéo, c'est un truc que tu fais beaucoup. Ouais, complètement. Ouais. Maintenant, quand je dois pitcher un proto, je fais une petite vidéo de 2-3 minutes où j'explique les règles. Bah voilà, ça ressemble à ça, tac, tac, tac. Et après, je les envoie aux maisons d'édition. Aussi parce que pendant le Covid, on pouvait moins se voir. Et donc, fondamentalement, il a fallu trouver un peu des systèmes pour présenter les protos un peu mieux. Et ça vient de mon expérience éditoriale je savais que quand j'étais chez Yellow ou chez Repo et qu'il fallait regarder les protos à la fin de la journée quand tu as fait ta journée et tu te dis, oh, il me reste 1 heure pour aller voir tout ce qu'on m'a envoyé par mail. S'il y a 15 pages de règles, j'ai toujours la flemme de les lire. S'il y a 3 minutes de vidéo, je la regarde, quitte à la regarder en accéléré, et puis je vois ce qui se passe. Donc c'est vraiment cette expérience-là qui fait que maintenant je pitch beaucoup en faisant des petites vidéos. Et avec Helvétique, ça se passe très bien, très vite, on lance le projet, le thème passe d'un truc à un autre, le jeu a failli être dans la gamme qui est devenue la gamme dans laquelle il y avait Happy Bee après. Fun with Nature. Ouais, donc on a un peu discuté d'une évolution thématique à ce moment-là, etc. Et puis au final, on reste sur cette gamme-là. Et le jeu est marrant en termes de développement parce que c'est vraiment pour moi une digestion très très digérée de Sea of Clouds. On n'est pas loin du même système, on regarde des piles, on rajoute des cartes. C'est pas exactement la même manière de faire. On se pique un peu des trucs. Mais il y a cette volonté de se dire, ok, c'est toujours ce moment où on se dit, ouais, je craque et je prends ça parce que tant pis, en fait, ça va être trop bien et donc je le prends à ce moment-là. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est assez importante. C'est la même intention de design avec une volonté d'en faire un truc très différent. On va aussi avoir un projet pour Kaedama, c'est Naruto Ninja Arena, Ouais. Et puis une flopée d'extensions. Qui a bien marché pour le coup. Je crois que c'est Corentin qui est fan de Naruto. Ouais, tous les deux, moi j'adore, toi j'aime aussi vraiment beaucoup aussi. C'est un jeu qui a une belle histoire parce qu'on est contacté par une maison d'édition étrangère qui nous dit « Ah, j'ai la licence Naruto, vous voulez pas faire un jeu ?» Et les délais sont hyper courts, vraiment on n'a pas le temps, etc. Et c'est Corentin qui, genre pratiquement une nuit, se motive avec ce système de dé en temps réel. On fait un tout petit peu de dev, mais pas tant que ça. On a un truc qui marche. Je tourne justement une petite vidéo et je l'envoie à l'éditeur américain qui nous dit « On cherche pas de jeu en temps réel. » Ok, tant pis. Puis nous on contacte Don't Panic Games avec qui on a déjà un peu bossé. On avait déjà le jeu Fairy Tail qui sortira longtemps après en cours de dev, puis Antoine Ludo avait déjà fait le jeu Attaque des Titans, en disant on a fait un jeu Naruto qu'on aime bien, pour des gens qui avaient potentiellement la licence mais ça leur plaît pas, est-ce que ça vous intéresse quoi. Donc on leur envoie la vidéo et puis Cédric de Don't Panic me dit moi j'aime vraiment beaucoup, je vais aller négocier la licence pour mettre le jeu dedans quoi. Et donc il négocie la licence, ça se passe bien, et puis le jeu met longtemps à sortir, en partie parce qu'il a pas mal de matos, il y a des dégravés, et donc pendant longtemps il y avait des questionnements sur la production du jeu, ce qui était possible de faire, de pas faire, etc. Il y avait pas mal de matos par rapport au fait qu'on voulait un prix pas très élevé par rapport à la cible. Et puis on arrive à s'en sortir, le jeu arrive, en même temps qu'une première extension pour ajouter plus de personnages. Et puis comme le jeu fonctionne bien, pas tant en boutique de jeux qu'en boutique de manga et de produits dérivés, on fait effectivement une première extension et un nouveau standalone dans l'univers de Naruto Shippuden, qui est pratiquement le même univers, mais un peu différemment. Et on reprend même le système de jeu en le faisant évoluer un peu pour le faire un jeu Tokyo Ghoul, qui est une autre licence de manga sur lequel ça se prêtait assez bien, en se disant tiens, pas officiellement, mais on peut mélanger les boîtes et on peut faire Naruto contre le héros de Tokyo Ghoul, ce qui n'a pas de sens en termes d'univers, mais vas-y, c'est un peu un fantasme de geek de se dire on mélange tous les univers pour faire des méga bagarres. Ça aurait pu être une commande, mais en fait ça n'en est pas une. Ouais, ça en est pratiquement une, mais pas vraiment quoi. C'est un peu entre deux eaux. On va aussi avoir un jeu qui a très bien fonctionné, c'est Packet Chips, qui va là aussi partir un peu, pas d'une blague, mais en tout cas d'un effet un peu de style sur le packaging, qui est vendu vraiment dans un sachet de chips,
Et l'idée, c'est un jeu de paris, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est un jeu de proba et de pari où on va avoir des cartes en main, on va défausser au fur et à mesure des petits contrats et on va au fur et à mesure sortir des chips du paquet avec une répartition de. Il y a des chips qui sont X exemplaires et d'autres en Y. Et on va essayer de parier sur les trucs en se disant qu'un pari très risqué rapporte beaucoup de points, mais a peu de chances d'arriver. Et puis un pari très facile rapporte pas beaucoup de points. C'est clairement du jeu d'ambiance, hein. C'est un jeu où, un peu à la Flip 7, toute proportion gardée, où si on n'est pas en train de s'amuser autour de la table et de mettre un peu l'ambiance, ça peut être un peu plat, quoi. Si Ouais. sur les chips on dit une jaune, une bleue, ok, fin de tour, on rigole moins que si quelqu'un fait allez, une rouge, une rouge. C'est un jeu qui a une belle histoire avec Mathieu Aubert, du coup, qui est mon co-auteur, puisqu'on travaille dessus après avoir signé ce qui deviendra Inori longtemps plus tard, Lignum à l'époque. Je reviendrai dessus, mais Inori vient d'une session de travail avec Mathieu. Puis on se dit, vas-y, ça a bien marché, on refait une session de travail. Puis je descends à Poitiers, là où habite Mathieu, et puis on se fait une session de travail, et rien ne sort de bien. Et on finit par discuter avec Mathieu, notamment de la vie politique, et il me dit, un système d'élection qui existe en Norvège, je crois, c'est tous les candidates sont présentés, ils font un débat, on en élimine X, puis ils refont un débat, on en élimine Y, puis ils refont un débat, je fais, ça fait un super jeu, quoi. Et donc on part de ce principe-là pour avoir nos candidates, et puis on sort des couleurs à l'époque, c'était pas encore des chips, et puis on en élimine, et puis on ressort des couleurs, on en réélimine. Et c'est un jeu qui met longtemps là aussi à être édité, même si le parcours est complètement fou, puisque on le signe après pas mal de passages un peu partout chez Mixlore, du coup, qui est une filiale d'Asmodée, pour leur gamme Food. C'est eux qui amènent cette notion de paquet de chips. Nous, c'était déjà dans un petit paquet, mais ça s'appelait Poki pour petit poker. Et donc eux, ils décident d'amener cette thématique chips qui nous fait tout de suite marrer, et puis on va pas se mentir qui a beaucoup servi le jeu dans sa mise en scène. Et ils le sortent dans un premier temps sur des pays qui n'est pas la France, et à un moment arrive un espèce de couperet un peu difficile pour nous qui est Asmodée France ne distribuera pas le jeu pour la France. Et donc le jeu est distribué par Tribuo, qui est du coup une filiale de Blue Orange. Et donc le jeu arrive chez quelqu'un d'autre qu'Asmodée alors que c'est un studio d'Asmodée, ce qui est très bizarre, mais ce qui moi me donne un espèce de truc de soif de revanche un peu crétin comme ça, mais de se dire vous savez quoi, j'ai envie que le jeu défonce tout parce que j'ai envie de vous montrer que vous avez eu tort de pas le faire, quoi. Ce qui, pas forcément parce que moi j'ai envie, mais par la force des choses, le jeu fonctionne effectivement très bien, notamment en français, mais dans le reste du monde aussi. Et donc met un petit coup de haha, je vous l'avais bien dit, ce jeu était pas mal. Et donc on est assez content de la réussite du jeu aussi, parce qu'il y a ce truc un peu de revanche contre des gros qui n'ont pas voulu le faire à un moment, ce qui était pas désagréable. Un jeu qui a eu une moins belle réussite, je pense, c'est Fragment. Oui, et puis Fragment Outsphere, tout à fait. Chez Greux Games, avec Jonathan Favre-Godal. Ouais, tout à fait. Qui, en fait, est un projet qui vient de ta pratique du jeu de rôle, je pense, et qui est l'idée de faire quelque chose d'hybride entre le jeu de société et le jeu de rôle. Ouais, c'est Jonathan qui arrive au départ, lui il découvre le JDR, il commence à bosser un peu sur cette idée d'un jeu un peu inspiré de Pour l'Arène aussi, en se disant ok, comment est-ce que je fais du un peu hybride jeu de société, JDR mais très accessible. Et donc il pose un peu les bases du truc et puis il me dit bah tiens, on n'a jamais rien fait ensemble, vas-y si tu veux on essaye. Puis on travaille dessus et puis on arrive à une version qui commence à nous plaire. Et puis c'est Antoine Boza qui nous dit ah bah vous devriez le montrer à Greux Games, je crois qu'il cherche un truc comme ça. Là où jamais de ma vie je le montre à Greux, qui dans ma tête cherche pas à faire spécialement du jeu narratif un peu inspiré de JDR, quoi. Et donc on le montre à Greux qui très vite effectivement cherchait un truc comme ça et assez séduit, décide de le sortir, et puis décide de faire ce spin-off à Outsphere autour des romans de Guy Roger Duval, en se disant bah tiens nous c'est un univers qui nous plaît, il y a un truc qui est un peu chouette, allez feu c'est parti, on en fait un produit dérivé et on en fait une deuxième boîte. Quand vous signez les deux d'un coup ou... Non, Fragment sort d'abord et Outsphere arrive pas longtemps après. Mais Fragment c'est un jeu sur lequel il n'y avait pas beaucoup de développement à faire une fois que la mécanique était installée, donc Outsphere arrive assez vite parce que faut faire une liste de mots, il y a une idée un peu d'un mode à campagne mais qui est surtout fait par Florian Grenier quand il fait le développement dessus. Il a pris pas mal le lead sur ça et donc il a pris plus d'espace sur ce développement-là. Et donc le projet arrive pas longtemps après Fragment, par contre, je pense juste l'année d'après ou un truc dans le genre. Je pense que ça fait partie de mes jeux où j'ai eu les meilleurs retours et les moins de ventes combinés. Où je pense que c'est quelque chose qui a pas mal séduit les rôlistes, tous les gens qui voulaient un système de jeu qui permettait d'initier du monde à du jeu de rôle. Et puis forcément, comme c'est des jeux où on raconte des histoires, avec notamment la thématique post-apo qui peut être assez chargée en émotions, ça a fait des parties mémorables pour tout un tas de personnes qui ont souhaité m'en parler après. Mais en termes de vente, ça a vraiment pas été terrible.
On est aussi avant Alice is Missing, Ouais. qui va un peu créer une brèche et être la proposition qui va réussir à s'imposer dans ce truc hybride jeu de société, jeu de rôle. Mais C'est vrai. on sait que c'est pas toujours facile de Non. faire le pont entre les deux, et là, ça... Mais ça je crois commence à être compliqué. on le savait tous et toutes, à la fois chez Greux et Jonathan et moi, de se dire, vas-y, on le fait parce que nous, on trouve ça chouette et parce qu'il y a une place et parce qu'on a envie de faire ce truc-là. On s'attendait à rien et donc on n'a pas été spécialement déçus, quoi. Il n'y avait pas un truc de... On s'est pas dit, ouais, ça va révolutionner, ça va attirer les deux mondes, on va en vendre des centaines de milliards. On s'était plus dit, bah vas-y, nous, ça nous plaît beaucoup. On sait que ça va toucher des gens à qui, a priori, ça va parler. Bah vas-y, feu, et on verra bien, mais il n'y avait pas un stress très fort sur la réussite du projet, en tout cas. Il nous reste 2 petits jeux pour Ouais. boucler 2021. Il y a Le Petit Prince, Dessine-moi un mouton, et Dino Photo. Oui, des trucs complètement improbables dont vous n'avez certainement pas entendu parler. C'est Fleurus qui nous contacte avec Kaedama en nous disant, bah tiens, on aimerait bien faire des jeux. Est-ce que vous pouvez nous accompagner sur un projet avec la licence Le Petit Prince? Fleurus, c'est quoi? C'est une maison d'édition de livres, D'accord. avant tout, qui fait un tout petit peu, je pense qu'il fait aussi du loisir créatif, un peu de, peut-être déjà un peu de jeu, mais en tout cas pas des jeux d'auteurs et d'autrices. Et donc il nous propose de bosser dessus. Bon contact avec la personne, Le Petit Prince, une chouette licence, et donc on avance sur ça. Qui avait déjà été adapté en jeu de société. Ouais, par Antoine et Bruno Catala en plus. Mais là, sur un truc vraiment qui cible les enfants, donc c'est un espèce de party game un peu défi créatif pour enfants, Dessine-moi un mouton. Et Dino Photo, qui est un jeu qui est très inspiré de Pokémon Snap, le jeu vidéo où on prend des photos des Pokémon. On se déplace sur une map avec un jeu de tuiles et nos petits véhicules coopérativement, et on doit prendre des photos des dinosaures, qui ont des postures plus ou moins rigolotes en fonction de si on a réussi notre photo. C'est des projets qui n'ont pas spécialement marché, du tout, même en partie parce qu'ils n'ont pas été du tout en boutique de jeu. En librairie, ça a marché correctement, mais tu vois, personne ne les a vus parce que c'est des projets un peu à la marge de ce qui se fait dans l'absolu. C'est ça, ils ne sont pas référencés dans les bases de données, jeux Non, de société, etc. pas du tout. Et des petits défauts, je pense, éditoriaux, notamment de qualité de matériel, Dino Photo en souffre pas mal, mais tu sens que c'est pas des gens qui ont l'habitude de se dire ah, il faut que la punch ça soit 1,5 mm, il faut qu'il y ait ça. On n'est pas dans du jeu de supermarché, mais pas loin. Les punches sont vraiment petites, le matos c'est pas spécialement quali, les boîtes sont un peu grandes par rapport à la taille du matériel. C'est pas très calibré et nous on n'a pas été impliqués dans ce processus éditorial là, donc on n'a pas pu spécialement les conseiller. Ce qui est des fois un peu dommage, notamment Le Petit Prince est plus spécifique, mais avec Corentin on reparle régulièrement de Dino Photo en se disant putain c'est con, c'était pas mal quand même. C'est dommage que vraiment personne l'ait vu et que objectivement, si vous achetez une boîte aujourd'hui, le matos il est au ras des pâquerettes, quoi, donc c'est pas très... On attaque 2022 Ouais. avec, on va commencer par une sortie très importante, une sortie majeure de ces dernières années. C'est toujours avec Bruno Catala, c'est Sea Salt and Pepper, Ouais. chez Bombix, qui va être un jeu assez phénomène, hein, dans son format de petite boîte où il n'y a rien qui dépasse, ça vaut 10 balles, et puis vous allez en vendre des cartons. Ouais. C'est un jeu qui, je crois que tu l'as déjà dit plusieurs fois, est inspiré de Fantasy Realms. Ouais, tout à fait, notamment de la variante A2, qui est pas toujours indiquée comme étant existante dans le jeu, ce qui est dommage, qui est une variante où au lieu d'avoir une main qu'on va déconstruire, reconstruire au fur et à mesure, on commence à la créer, on construit au fur et à mesure. C'est ça, et dans Sea Salt, c'est pareil, c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est on mélange le paquet, on crée 2 dés fausses et on est parti. Et on a ce truc de soit récupérer une carte sur une des fausses, soit en piocher 2 et en garder une. Ouais. Et ben, évidemment, comme dans Fantasy Realms, la carte qu'on ne garde pas, on donne à notre adversaire la possibilité de la récupérer. Partant de là, il y a une petite mécanique de collection, soit sur des cartes où tu vas vraiment essayer d'en accumuler un certain nombre, mais tu les gardes dans ta main, ouais. Soit des collections plus éphémères où tu fais des associations de duos que là tu abats sur la table. Et tu peux faire des petits pouvoirs immédiats qui sont assez chouettes, aller piquer une carte dans la main d'un adversaire, récupérer une carte dans la défausse, etc. Il y a un truc très fort dans ce jeu, sur lequel, à mon avis, tu as des histoires à raconter, c'est le système de fin de manche. Donc il y a une façon de jouer un peu stop ou encore, où soit j'arrête la manche là, on compte les points, on dit stop, soit on dit dernière chance, et là notre adversaire, enfin nos adversaires, moi j'y joue principalement à 2, ont un ultime tour, et puis il y a un truc de pari de je dois avoir plus de points qu'eux, si oui j'aurai mon bonus couleur, je ferai encore plus de points, et eux
en feront moins. Et pour un jeu aussi accessible, aussi démocratique dans son prix, cette règle, elle est un peu complexe à expliquer, et en même temps, c'est ça qui fait que le jeu est addictif et est joué aussi par des joueurs plus confirmés. Ouais, c'est rigolo, Bruno en parlait dans une de ses rétrospectives de chaque année, là, en disant que c'est un truc sur lequel on a beaucoup douté cette fin de partie, parce que c'est un peu compliqué, parce que la première fois que tu le fais, tu comprends pas grand-chose, et c'est un truc qui s'acquiert un peu à l'usage. Donc heureusement, Seasalt, c'est un jeu où on fait des manches, donc bah, t'as pas très bien compris pourquoi t'as dit dernière chance à la première manche, mais à la deuxième, tu comprends mieux, et à la troisième, tu l'as acquis. Ce qui évite le côté un peu compliqué en ce moment de bon, t'as fait une partie, c'était pas terrible et t'en refais plus jamais une. Et c'est un truc sur lequel ouais, on a eu envie de l'enlever, on a douté, on a voulu le changer, le simplifier plein de fois. Et au final, on s'est dit ouais, non, c'est ça qui marche et c'est ça qu'on va garder. Et force est de constater que le jeu étant un vraiment beau succès, on a eu raison de pas se dire qu'il fallait qu'on. Pas qu'on le tire vers le bas parce que c'est un peu exagéré, mais qu'on enlève toute forme de subtilité sur l'étendard de la simplicité parce que bah, c'est un des trucs que effectivement les joueurs et les joueuses aiment bien. Donc on a bien fait de garder ça alors que vraiment ça nous a fait douter beaucoup beaucoup. Faire confiance aux gens quoi finalement et se dire c'est pas des débiles et même si la règle elle est un petit peu alambiquée au premier abord, bah, ils vont capter, au pire ils comprendront en jouant comme on dit. Il y a vraiment ça qui est un adage sur lequel généralement on se dit ouais, non les gens ils comprendront jamais en jouant mais là en fait ça marche pour le coup. C'est un jeu qui a une belle histoire parce que c'est allé assez vite et que c'est je trouve un bon exemple de jeu où on a osé la transformation vraiment très forte de moi je contacte Bruno en lui disant vas-y on refait un truc ensemble parce que ça serait cool de refaire un truc ensemble. J'ai vaguement une idée d'un jeu de tuiles où on pioche deux, on défausse, etc. inspiré donc, de cette variante à deux de Fantasy Realm et on construit au fur et à mesure un petit truc devant nous et Bruno me dit oh là là j'aime bien ton idée mais en fait je bosse sur Imaginarium Duel, je sais plus comment s'appelle le jeu mais Imaginarium à 2 avec Florence X. Il y a une vibe un peu pareille donc je vais pas pouvoir m'engager si c'est ça parce que ça m'embêterait quoi. Je dis ok pas de soucis, je vais réfléchir à autre chose quoi. Et je reviens sur ce système de jeu de cartes qui avait une parenté de 5% quoi vraiment. Et dès le lendemain j'avais tout cassé, j'en avais fait un jeu de cartes et je le repropose à Bruno qui me dit grave et là il embarque dans la voiture et il avait énormément de choses, notamment les pouvoirs et puis toute cette méca de fin de partie qu'on travaille ensemble. Mais vraiment, il y a eu ce côté. La victoire immédiate aussi, peut-être, c'est un peu un truc signature de Bruno. Ça arrive à la toute fin, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite ces sirènes qui étaient des arcs-en-ciel dans le proto, qui étaient sur le thème de la nature. Et ça faisait juste on fait un point par couleur et tout, c'était une bonne carte, c'était cool. Et puis vraiment au dernier moment, mais je pense que c'était même déjà signé chez Bombix, ou alors on venait de leur présenter, on se dit, oh, quand t'as les 4, t'as gagné, quoi. Et vraiment, c'est un truc que j'adore parce que c'est plus ou moins une aberration de game design, ça arrive pratiquement jamais. Ça fait une petite règle en plus, ça peut créer des situations un peu frustrantes, mais c'est tellement chouette quand ça arrive et ça crée tellement une tension qu'effectivement ça a amené un truc qui est assez fort dans le jeu sans que ça ait été prévu quoi. Bah, ça fait le fait que t'as toujours un espoir quoi, même si t'es mené au score, tu te dis allez, il y a un monde où je les chope. Ouais, ça vient un peu de ça. Ouais. C'est un jeu qui graphiquement va avoir une posture assez forte chez Bombix où ils vont dire bah, on va le faire avec des origamis. Et je pense que ça vaut énormément pour l'identité éditoriale du jeu. Hein. Clairement. Et c'est vrai que tout ce format et ces illustrations, ça a apporté le jeu très fort. Et ces trucs où pareil, moi j'ai été un peu inquiet régulièrement, quoi. Notamment parce que on le signe et moi dans mon esprit on va le sortir dans la gamme qui est devenue dans ma tête la gamme Codex Naturaliste, mais c'est pas le premier du tout, mais c'est un des plus emblématiques pour moi, qui est la gamme métal de Bombix, qui n'existe plus d'ailleurs depuis, mais qui avait un côté de c'est une gamme un peu prestigieuse, il y a Noé qui est génial, il y a Croc, il y a Timeline, il y a plein de jeux qui ont été assez forts qui sont passés par là. Et je me dis, on va sortir dans cette gamme, et on nous dit non, ça sera une plus petite gamme en carton. Ah ok, un peu déçu, mais au final, 1000 fois mieux, et j'adore encore plus cette gamme. Et en ils nous disent, effectivement, on va changer le thème, on part sur un thème différent, et on est parti pour faire, je crois que c'est Bruno qui évoque un peu la piste des origamis, mais on est parti pour faire de l'origami. Et moi j'ai en tête les quelques jeux qui sont sortis avec ce thème-là, où c'est des trucs en 3D hyper cheap, vraiment pas jolis, de représentation d'origami avec des licornes pas belles. Je me dis, oh mon dieu, vraiment, j'ai pas envie de ça, quoi. Et c'est eux qui très vite nous disent, non, ce sera des vrais origamis pris en photo. Ok, d'accord, je vois pas du tout à quoi ça peut ressembler, mais je vous fais confiance. Et quand ça arrive, c'est si beau, quoi. Il y a vraiment un truc hyper fort, et je pense qu'il a touché un tas de monde sur l'aspect un peu tactile, un peu concret de ce qu'on voit et ce qu'on manipule. Donc, non, hyper content de ça. Ils vont garder cette idée d'identité graphique forte après avec Pixies de Johan Goupy qui sort par après. Et puis Seasalt, ça va évidemment avoir 2 extensions. Ouais. Et ça va lancer un peu la mode
des boosters de ces petites extensions minimalistes. Donc Extra Salt, ça coûte 4,50 €, je crois. Et c'est vraiment un booster. Donc là, c'est ton passé de joueur de Magic qui doit être content. Sauf que là, on sait ce qu'il y a dedans. Pas d'aléatoire. Il y a des cartes qui ont été designées pour être ajoutées au paquet et renouveler un petit peu les parties, amener des nouveaux pouvoirs. Et une nouvelle extension Extra Paper qui vient d'arriver au moment où on tourne, que j'ai pu tester en avant-première. Et j'ai fait, waouh, la bonne idée. Ils n'ont pas refait des nouvelles cartes et encore gonflé le paquet. Vous avez fait des espèces d'événements qui d'abord vont faire une espèce de contrainte, en tout cas de règles en plus, pas nécessairement une contrainte, mais de règles en plus pour tout le monde. Et à la fin de la manche, on regarde qui a le plus de points si c'est une carte négative ou le moins de points si c'est une carte positive, et cette personne la récupère, et cette règle ne s'applique maintenant plus qu'à elle. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une super idée, parce que ça vient créer des retournements de situation, des remontées potentielles au score, et puis ça vient un peu twister la façon de jouer, sans pour autant rajouter des cartes dans le paquet qui auraient été trop diluées. Ouais, ce que tu évoques à un moment, c'était... La première extension, on pouvait rajouter les cartes dans le paquet, ça le diluait pas trop, et puis si on en rajoutait, en fait, ça commençait à niquer trop les probas. Et donc on serait arrivé avec un jeu où réussir à faire des duos aurait été hyper dur, il faudrait qu'on triche en mettant des jokers, des trucs, mais ça bouleversait beaucoup de choses. On n'avait pas hyper envie en plus au démarrage, nous on n'est pas hyper chaud à l'idée de faire une deuxième extension avec Bruno, c'est vraiment si on a une bonne idée, parce qu'on veut pas... c'est un jeu qui est un peu précieux pour lui comme pour moi, qui marche bien, et puis... sur lequel forcément les nombreux retours des joueurs et joueuses fait qu'on a de l'affection pour, donc on n'a pas envie de le gâcher, on va dire, en faisant trop de trucs. Et donc c'était vraiment, oui, une deuxième extension, pourquoi pas, si on a une bonne idée, quoi. Et on se creuse la tête, et à un moment on est arrivé avec ça en se disant, ok, ça amène un petit truc en plus, notamment pour les gens qui ont beaucoup joué, mais ça bouleverse pas trop le jeu. Donc plutôt content de cette piste-là, qui était agréable à explorer en plus, parce que pour nous, même en termes de game design, rajouter des cartes en plus, on peut toujours trouver des trucs, mais on l'avait déjà fait une fois. C'était dur de trouver des idées qui étaient vraiment pertinentes, quoi. On aurait peut-être un peu tiré la corde. Alors que là, à l'inverse, ça nous a offert un champ des possibles vraiment hyper fort, de se dire, c'était hyper gai, hyper rigolo à faire, de se dire, ok, maintenant il nous faut un pouvoir. Ah vas-y, attends, sur les requins, on peut alors faire le duo de requins, allez, c'est parti, quoi. Le duo de requins, il fait plaisir. C'est une de tes meilleures ventes? C'est ma meilleure vente aujourd'hui. C'est ta meilleure vente. Le top 3 étant Sea Salt, Packet Chips et Draftosaurus. Ouais. Tu sais le nombre d'exemplaires? On doit avoir dépassé les 550 000, je crois. Wow. Sans l'extension. Donc ouais, ça commence à être un beau succès qu'on avait... moi, je suis généralement assez peu confiant en moi. C'est assez peu confiance en moi au moment où ça arrive, mais où je me dis, cool, on a fait un petit truc, c'est chouette, je suis content du jeu, mais je pense que pas grand monde, en tout cas pas autour de moi, se dit, ouais, mon jeu arrive, il va tout défoncer. Mais moi, j'arrivais un peu piano en me disant, cool, j'aime bien, c'est une petite boîte, c'est joli, j'espère que dans un an, on s'en souviendra, quoi. Et puis au final, ça a touché plus de monde qu'on aurait imaginé. Avec un truc de Bombic, ça fait aussi un très très bon boulot à l'export. Donc on est dans des pays qu'on a moins l'habitude de voir, donc avec des versions un peu improbables, ce qui rajoute aussi un peu à la beauté du truc. Moi j'aime bien quand les jeux fonctionnent bien, cette idée de se dire, ok, il est joué un peu partout dans le monde par plein de gens très différents, mais de la même manière. Peut-être là, il y a des gens au Vietnam, et en même temps des gens au Brésil, et en même temps des gens en Pologne qui sont en train de jouer, et puis pareil, ils sont tous mécontents quand on leur vole une carte avec un requin nageur, mais ils sont tous là en train de s'amuser. Ouais, puis je crois qu'il y a des gens qui vous envoient des photos de quand ils jouent sur la plage, évidemment, etc. Là, j'ai un truc fou cette semaine de gens qui sont partis faire un tour de bateau assez important, quoi, et je crois qu'ils partent tout l'été, je sais plus, ils reliaient 2 destinations différentes, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié le jeu alors qu'ils l'adorent, et ils l'ont refait de mémoire avec du petit papier. Donc ils ont redessiné toutes les cartes sans faire des origamis parce qu'ils pouvaient pas, donc avec... il y a plein de blagues, ils m'ont montré des bateaux, c'est des bateaux de pop culture, des trucs, des références à One Piece, à plein de choses. Et ils m'ont envoyé la photo, j'ai trouvé ça hyper touchant, c'était très très joli. 2022, c'est aussi Ouch, avec Romain Caterjan de nouveau. Un jeu assez étonnant, où j'étais très sceptique, et puis j'ai essayé, je me suis laissé tenter, et en vrai ça marche. Un jeu sur les cactus, tout à fait, de prise de risque. On a une carte d'un côté, on la saisit par un des 4 côtés, on retourne. S'il y a des cactus, aïe, on s'est fait piquer, on la prend pas. S'il n'y a pas de cactus, c'est bon, on peut la garder. Et puis on a un système de collection, une majorité avec ça. Et en fait, on se dit, c'est débile, c'est juste un jeu de chance. Non, vous avez fait vraiment un truc pour que les cartes les plus lucratives soient plus dangereuses. Il y a vraiment un truc où tu comprends en jouant
qu'il y a vraiment moyen, au moins de se positionner en termes de prise de risque et pas juste c'est pas juste un jeu de chance, quoi. Même si ça a été assez surprenant, parce que moi, c'est Romain qui me contacte en disant « Ah, j'ai un début d'idée avec ces cartes et on les attrape par les bords et on se pique ou pas. » Et en vrai, il avait pratiquement tout fait, quoi. Il m'invite un peu sur le truc parce qu'il n'y a que ça. Donc moi, j'y mets, ça rejoint ce qu'on disait un peu dans la première partie sur Magic, j'y mets un peu de structure, un peu de manière pour que ça se déroule un peu proprement, un tout petit peu grain de sel avec les petits pouvoirs. Et je me dis, bah, ça c'est un truc qu'on va signer chez Djeco ou chez Ozu, quoi. C'est un jeu pour les enfants de 4-5 ans, sur la prise de risque et c'est parti. Au final, on le signe chez Devir, qui est un éditeur espagnol, qui a une petite gamme avec des jeux qui le marketent quand même, je pense que c'est 5 ou 6 plus sur la boîte, mais qu'on fait une direction artistique qui n'est pas spécialement très très enfantine. Et je me souviens que ça sort dans un premier temps, parce que là, c'est arrivé en France genre l'année dernière, mais donc 2022 en Espagne, et ça sort aussi aux États-Unis en Amérique latine. Et j'ai des retours de copains aux US, notamment de Eric Lang et de Tania de Hasbro, qui m'écrivent en disant « Oh, on a joué à ton truc, on s'est trop marré !» Je suis un peu genre « Alors, trop bien. Quoi? C'est pas vous le public cible, quoi ?» Et je me rends compte au fur et à mesure que le jeu arrive et est emparé par des joueurs et joueuses qu'il y a plus d'adultes qui y jouent que d'enfants, et il y a plus d'adultes qui y jouent en se marrant sur ce côté prise de risque, j'y vais pas, quoi. Donc ça nous a un peu échappé à ce niveau-là. Ah, puis il y a un vrai truc de majorité, Ouais. Il y a aussi un truc où tu peux dire que si l'autre se plante... Ouais, tu récupères la carte sur voilà. laquelle il s'est planté. Donc il se passe des choses, quoi. Et effectivement, il y a un truc de collection si tu as toutes les couleurs. Enfin, il y a vraiment de la profondeur, quoi, étonnamment, avec un système de jeu tout bête. Donc c'est un jeu qui m'a étonné pour ça. Bah, moi, ça m'a étonné aussi, tu vois. La manière dont ça a été emparé, vraiment, c'était surprenant, mais Romain a vraiment été brillant avec ce petit côté de la scénographie, même si là, elle est toute légère, avec des cartes de j'attrape, je retourne et je me suis piqué. Et dès qu'il m'a montré le proto, j'étais charmé, quoi. C'était déjà super. Côté Kaedama, on a un jeu James Bond, Spectre. Ouais. Grosse histoire. Un jeu un peu compliqué, puisqu'il nous contacte longtemps avant pour faire ce jeu-là, avec comme promesse de faire un jeu où on incarne les méchants de James Bond. Nous, on est hyper chaud. Ludo, il aime plutôt bien James Bond, il a bien les refs. On est parti, on commence à se lancer et on développe le jeu. Un peu dans cette logique villainous, mais un peu différemment, mais avec une asymétrie de toi tu joues Dr. No, moi je joue Goldfinger, on joue pas exactement pareil. Et on travaille dessus, et bam, le Covid. Et donc on travaille un peu au ralenti dessus. Et à un moment, Modifius nous dit, bah nous, on veut coller avec la sortie du film, donc il faut qu'on speed. Est-ce que vous pouvez speeder la fin du développement? Nous on dit bah on est loin, ça va être un peu compliqué. Ils font, vous inquiétez pas, on a une équipe de développement en interne qui va pouvoir finaliser le jeu. Et donc je crois que même sur BGG, elles doivent être créditées. Je pense qu'on doit être 1 million d'auteurs, du coup on doit être 7. Et donc l'équipe de développement de Modifius prend le relais, ils avancent dessus et ils font un truc qui nous plaît pas trop. Et on leur dit vous avez enlevé des choses qui étaient importantes pour nous, notamment, je crois, parce que j'ai pas joué à la dernière version, mais c'est un jeu à point de victoire, là où nous c'était une course. Ils changent vraiment des éléments assez structurants du game design. Et quand on revient un peu pour leur dire ouais, nous on préfère une autre version, on n'est pas satisfait de tout un tas de petites choses, leur réponse elle est assez juste par rapport à un tas de trucs, mais elle est hyper chiante par rapport à un tas d'autres trucs. C'est bon, pardon, on n'a pas le temps en fait, faut finir. Et donc le jeu part en prod, il sort et il arrive, et là pour le coup on n'est pas spécialement fiers du truc, quoi. Je crois que c'est pas un mauvais jeu, encore une fois j'ai pas joué à la dernière version, mais c'est pas ce que nous on voulait faire. Ce qui est un peu la fin et les limites du système de développement du jeu de commande, et du moment où il y a des développeurs et des développeuses derrière, je me dis pas, et tu vois, quand je l'ai vu passer dans la liste de récap que tu m'as envoyé, je me suis dit, c'est vrai, on a fait ça, quoi. J'ai ni une fierté ni une amitié très forte pour Spectre. Oui, on l'a fait, c'était un boulot, quoi. Pour le coup, pas très personnel. Et un peu déçu parce que, et là il y a un truc d'orgueil un peu, mais je crois que ce qu'on avait fait c'était vraiment pas mal, et que si on avait pu le pousser au bout, genre parce qu'il n'y avait pas eu le Covid, ça aurait pu en faire un vrai chouette jeu, quoi. Je dis pas que ça aurait été formidable, mais je préférais notre intention un peu bancale que le résultat final qui est plus bancal pour le coup, mais ouais, un peu moi-moi, quoi. Ouais, d'autant plus que jouer les méchants, c'est une belle première promesse. Il y a un jeu de Paolo Mori, Batman, où tu joues les méchants de Batman. J'ai pas joué à ça. Ouais, c'est assez stylé comme concept. On a Cosmic Race. C'est un jeu pour enfants de course chez Loki, avec Alex Emmerich, qui est d'abord une histoire de co-autorat, là encore, c'est Alex, donc, qui avait sorti lui Troll et Dragon chez Loki dans la première vague, avec Farmini de Wilfried Emerifor et SOS Dino. Et qui à un moment on se croise en festival, il me dit vas-y on pourrait faire un truc ensemble, c'est rigolo, t'étais dans le premier rooster Loki, moi aussi, essayons de faire un jeu ensemble. Et lui il avait déjà une base de jeu qui était un jeu de luge je crois, sur lequel il avait bossé et qui avait été
un peu, on aime bien dire ça, c'est pas vraiment les bons mots, mais en finale chez des maisons d'édition, puis qui n'avaient pas été sélectionnés à la fin parce qu'il manquait un petit truc. Et donc ils m'appellent un peu en disant ah vas-y on pourrait bosser ensemble. Et donc je reprends un peu le proto. On casse tout un tas de trucs, on bosse de plein de manières différentes, on fait plein de choses et arrive du coup Cosmic Race qui est un jeu de course et de mémoire. Okay. L'idée c'est qu'on se déplace sur différentes cases avec nos petits vaisseaux spatiaux pour essayer de faire la course mais aussi de récupérer des étoiles en slalomant un peu. C'est Fast and Furious quand on fait la course dans la vraie route des étoiles, donc il y a des vrais gens qui sont là, il faut qu'on les esquive. Et pour ça on a un petit tableau de bord et à son tour on retourne des tuiles pour réaliser les actions qui sont dessus, donc on peut les retenir un peu et puis elles vont bouger au fur et à mesure. Et surtout on a un truc que j'aime toujours vraiment beaucoup qui est on a un petit cadran de vitesse et on commence à la vitesse 1 et si on retourne une tuile avancée, on avance de une case. Et puis si on est en vitesse 3, on retourne une tuile avancée, blablabla, on va avancer de 3 d'un coup. Avec un truc les virages sont un peu compliqués et faut pas trop foncer dans le décor ou dans les autres personnages. Donc vraiment cette dimension course et légère mémoire avec Loki, ils sont hyper forts sur ça. Des beaux dessins de Myrtille Tournefeuille, des pions en bois qui sont vraiment superbes, une très belle présence sur table. Mais pourtant un jeu qui n'a pas trop plu, en tout cas qui n'a pas très bien fonctionné en termes de vente. J'aimerais dire, je vois, c'est parce qu'il y a ça, mais pour le coup, et on en parlait un peu pendant notre pause repas, c'est un jeu qui est assez passé inaperçu. Tu vois, il n'y a pas eu de retour critique très négatif, mais il n'y a pas eu de retour critique très positif non plus. Il y a juste rien eu. Je crois que les gens l'ont pas spécialement vu et n'ont pas spécialement parlé, quoi. Ouais, c'est là où il faut savoir prendre de la distance par rapport aux échecs commerciaux, parce que des fois, il n'y a pas de bonne raison, quoi. C'est juste un truc de hasard, de malchance, de collision dans le calendrier. Ouais, mais toujours assez content. Il y a des trucs un tout petit peu trop compliqués, je crois, a posteriori, si je devais rebosser dessus, j'enlèverais un tout petit peu de complexité. Mais il y a toujours cette scénographie qui est vraiment super. Et puis, on a Ataton. Ataton avec Elodie Clément, ouais. Un jeu chez Ozu, un peu plus grosse boîte que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et puis hop, j'arrive à amener Elodie à bosser chez Ozu avec moi. Qui part d'un postulat d'Elo que j'aime beaucoup, qui était tiens, dans les livres pour enfants, il y a beaucoup de trucs tactiles, mais il n'y a pas beaucoup de jeux. Vas-y, est-ce qu'on n'essaierait pas de bosser sur un jeu tactile ? Et donc c'est un jeu de détection des matières. On a 2 variantes, une compétitive, une coopérative. La manière de jouer est très simple, on a des petits lutins, on se déplace sur un parcours, et on va toucher les différentes textures, on sort un jeton du sac. Effectivement, c'était une texture boisée, la prochaine case c'est une case de bois, j'avance de 1. Non, je le remets dans le sac et j'ai perdu le temps de le sortir. Et chacune de notre tour, on a un temps d'un sablier pour essayer d'avancer le plus possible. La variante coopérative étant je sors un jeton, puis je te passe le sac, on le fait tourner, et il y a un ogre qui essaye de nous rattraper. Plutôt content notamment du design graphique qui est très chouette. La boîte est tactile elle-même, le titre est un petit peu en relief, il y a une petite matière, donc ça en fait un joli objet, donc plutôt content de Ataton. Il y avait un vieux jeu chez Hurricane, Dr. Shark. Avec un requin en bois qui fait clac-clac là, pour leur donner à la fin du temps, quoi. Je pense que c'est un des trucs les plus surédités de ces 20 dernières années. Et c'est vrai que c'est un des rares jeux qui exploite le côté tactile. Ouais, tout à fait. Alors que c'est assez agréable, il y a un truc assez gratifiant dans « Ouah, j'ai réussi, j'ai trouvé le bon truc ». Et puis, le jeu du foot du petit Nicolas. Là, il y a une mini-histoire, mais elle est un peu rigolote, de c'est Jonathan Favre-Godal, du coup, qui me propose de bosser avec lui il a un proto chez Ozu de jeu de foot, et ça leur plaît un peu, et ils hésitent à mettre la licence petit Nicolas dessus, et est-ce que je voudrais pas le rejoindre, quoi. Et je regarde, et c'est un jeu avec de la pichenette, des lancers de dés, on se déplace, on le fait évoluer un peu en bossant ensemble dessus, il y a pas mal de taf quand je rejoins le projet, et on arrive à un truc qui marche à peu près de mémoire parce que c'est pas resté, mais moi je suis l'attaquant et j'essaie de me déplacer de tuile en tuile, et vous êtes les défenseurs, vous faites un mini-jeu de dés pour essayer de m'arrêter, et non, je suis bloqué, je suis plus ou moins loin du but, et tac, faut que je fasse une pichenette et réussir à mettre un but, qui est la boîte. Et on avance dessus avec Ozu, ça leur plaît bien, c'est parti. Et à un moment, notre chef de projet, qui était plus au côté licence que jeu, nous dit « Ah, c'est cool, on aime vraiment bien, mais en fait, on va changer le format de boîte, et maintenant, c'est un format de boîte petite carte, est-ce que ça vous va ?» Non. Et en fait, pas du tout, il n'y a aucun moyen de faire rentrer ce jeu dans ce format-là, quoi. Et donc, on lui dit « non, on peut pas adapter pour, mais si tu veux, on essaye de reprendre la grande thématique et un tout petit peu de ce qu'on a fait pour en faire autre chose. » Et donc, on en a fait un jeu de défausse un peu nerveux, où je défausse des cartes pour faire des passes à d'autres joueurs, pour en défausser d'autres, pour essayer de mettre des buts. Inspiré de Ligretto Foot sans le côté temps réel, pour le coup. Vraiment, c'est un jeu plus pépour, c'est une sorte de Uno rencontre Ligretto Foot pour enfants. Voilà, ça le vend pas très bien, mais penchez-vous dessus. Et c'était rigolo, et puis moi, il y avait un truc notamment mon père est un grand fan du petit Nicolas, donc il y avait un truc un peu de fierté de dire
regarde papa qui comprend pas toujours bien ce que je fais. J'ai fait un jeu, le petit Nicolas quand même. Il était modérément content. C'est pas un mec très expressif, mais non, il était quand même plutôt content. On parlait de Batman, du jeu Batman de Paolo Mori. Vous avez fait aussi un jeu Batman, j'imagine, avec Kaedama, Batman Infiltration. Ouais, chez 404. Un jeu Batman à rôle secret. Le pitch, c'est on incarne là aussi globalement des méchants, mais pas tout le temps. On est en tout cas tous et toutes des méchants autour de la table, mais parmi nous, il y a des méchants qui sont pas des vrais méchants. C'est Batman qui fait croire qu'il est Gueule d'Argile et Robin qui fait croire qu'il est Harley Quinn depuis le début. D'accord. Et on doit réussir à commettre des méfaits sur le plateau, réussir à gérer différentes choses, tout en essayant de ne pas se faire choper que nous on est les gentils et pas les méchants. Ok, là aussi cette espèce de point de départ, il est dans la commande, dans le cahier des charges. Ouais. C'est un jeu Batman à identité secrète. Ok. Et à partir de là, nous on brode autour. C'est un jeu sur lequel je crois que j'aurais aimé avoir 3 mois de développement de plus, notamment parce qu'un peu à la fin on nous a dit ah pardon, en fait il faut que ça se valide plus vite que prévu, il faut qu'on avance un grand coup. Mais c'est un jeu où j'ai adoré bosser dessus parce que moi j'adore les jeux identité secrète. C'est des jeux que j'apprécie vraiment jouer où il n'y en a pas tant que ça qui sortent. Oui, toi t'en as pas fait. J'en ai pas fait d'autres, non, pas spécialement. Et c'était un peu une volonté de se dire ok, on va bosser sur ce grand concept et en faire quelque chose. Je crois que c'est un poil compliqué pour la cible. C'est-à-dire que si on n'aime pas bien les jeux identité secrète et qu'on est juste un ou une fan de Batman, il y a quand même un peu de règles et c'est pas facile de comprendre comment on va jouer. Mais tu vois, j'ai pas joué depuis. Et on a livré longtemps avant la sortie. Je serais curieux d'en refaire une parce qu'il y a plein de petits trucs que j'aimais bien, quoi. Plein de petites mécas qui étaient chouettes. Et puis là encore, mais je dis ça presque à chaque fois pour chaque jeu à licence, mais bon, j'ai fait un jeu Batman, quoi. Moi j'adore Batman, je lis beaucoup de comics, donc il y avait vraiment un truc de ok, vous nous proposez la licence Batman là, c'est oui, on trouvera quoi faire, vous inquiétez pas, on va trouver. Parce que c'était un rêve de bosser sur cette super licence. Mais il y a ces impératifs-là, quoi. Avec la licence, les calendriers, les deadlines sont beaucoup plus serrés. Ils ont des trucs liés à des films qui sortent, des séries, que sais-je, et donc il n'y a pas de négociation possible, quoi. Non, c'est pas un éditeur de jeu où tu peux dire ah bon, bah on va pas le sortir pour Cannes, tant pis on le sortira pour SN. Ce qui peut peut-être arriver dans le monde du jeu, je sais pas. Un petit peu, ouais, si c'est pas prêt, on peut bouger. Là, il y avait un truc de ok, bah c'est pas parfaitement prêt, faites en sorte que ça soit le plus prêt possible avant la fin. C'est ça. Et le jeu est jouable, ça marche, il n'y a vraiment pas de problème majeur. Mais je vois comment, si on avait pu encore faire une trentaine de parties avec différents groupes, bouger quelques petits curseurs, je pense que ça aurait pu être un poil meilleur. Les 3 voleurs, c'est un jeu d'observation rapidité chez Ozu avec Corentin, sur lequel j'ai pas mis le truc à raconter si ce n'est la genèse qui était drôle de... au Japon, il y a ce qu'on appelle les gashapon, qui sont les petites machines, on met une pièce, on tourne et on a une petite statuette, souvent. Et il y a plein de modèles complètement délirants, vraiment, il y a des trucs débiles, dans le bon sens du terme. Et avec Corentin, on avait flashé sur un gashapon qui était des hamsters qui ont mangé un truc bizarre et on les voit dans leur bajou. C'était des hamsters comme ça avec ah bah lui il a dû manger, et c'était genre un missile nucléaire, parce qu'on voit qu'il a la forme du missile nucléaire. Ah lui il a dû manger un vélo. Et ça nous faisait kiffer, on a dit vas-y, il faut faire un jeu avec ça. Et donc on a fait un jeu avec des hamsters, des kangourous et des pélicans qui avaient mangé des trucs et qui les cachaient, avec une méca proche de celle de Sticky Chameleon, à savoir on lance des dés, ça nous indique sur quoi tomber, mais avec un truc de, en fonction de l'objet qu'on devait retrouver était plus ou moins caché. Puisqu'on tapait sur les tuiles, on l'a retourné, il y avait un côté jour et un côté nuit, et la nuit tout était un peu plus dur à réussir à distinguer. Et c'est devenu les 3 voleurs, du coup, 3 persos différents qui les mettent plus dans leur bouche, mais qui les cachent derrière eux. Et donc on lance le dé, ça nous dit ah qui a volé la saucisse, ah il est là-bas, ok, je tape dessus, on le retourne et la saucisse est un peu mieux cachée. Une belle expérience dans le tout peut être une source d'inspiration avec les bonnes personnes, quoi. Et Naruto au secours de Konoha, c'est dans la lignée des jeux Naruto précédents? Non, là pour le coup c'est pas le même éditeur. Okay. D'ailleurs on a fait un mea culpa, mais on n'a pas très bien géré ça avec Kaedama parce qu'on n'a pas prévenu dans Panic Games qu'on faisait aussi un jeu Naruto avec 404. Ce qui était, nous on n'y voyait pas le mal, mais quand on a été un peu confronté à c'est pas très cool, bah c'était pas très cool, on aurait dû en parler à Don de Panique avant. Et au secours de Konoha, il y a une forme de frustration parce que je crois que notamment Corentin et moi on adore ce jeu et les ventes sont vraiment très correctes, mais au global, comme souvent avec ces jeux à licence, le milieu s'en est foutu complètement, quoi. Ouais. Alors que il y a vraiment un truc assez personnel qu'on aime bien, où c'est une sorte de fantasy realm un peu coopératif, où on doit affronter des épreuves et pour ça il faut avoir une force de main suffisamment forte quand on est tous regroupés. Et pour ça, on a notre main avec des personnages qui se combinent avec d'autres, et il y a aussi des méchants qui vont nous faire perdre des points. Et la méca est assez simple, à chaque manche, on décide collectivement de oui, on va y aller, et dans ce cas-là, on abat nos mains, et si on a assez de force, on arrive à battre les ennemis, on a gagné. Soit non, et on fait tous tourner une carte à notre voisine de gauche. Une sorte de draft un peu inversé. Et donc il y a ce truc de moi j'ai Sakura, elle fait des points si elle est avec Sasuke, donc
ah bah j'espère que quand vous me faites passer une carte, c'est pas une carte qui va pas avec ma main, mais ouah, vous m'avez passé pile la bonne carte, maintenant j'ai une grosse combinaison, on y va. Mais on est à communication limitée. On est à communication limitée, qui est le défaut principal du jeu, je crois, puisqu'on est dans un truc un peu old school à la chevalier de la table ronde, où c'est, j'ai pas le droit de dire combien j'ai, mais je peux dire, moi les gars, je me sens bien, ou ah, moi je me sens vraiment super, ou ah, vraiment, si on y va, c'est sans moi. Et donc il y a un espèce de truc de faut accepter un petit peu ça. Mais derrière, hyper content de... tous les deux, on aime bien la licence, et donc il y a ce truc un peu de... ouais, les personnages, ils combinent bien entre eux, ça raconte les petites histoires du manga et de l'animé. Et ce côté un peu ouais, fantasy rennesque de j'essaie de construire ma bonne main, mais cette fois-ci coopérativement. Ça m'aurait fait plaisir que des gens qui connaissent pas la licence y jouent et se disent « Waouh, c'est un chouette jeu en fait !» Mais je crois que c'est une grosse boîte orange avec marqué Naruto dessus, la charte graphique est pas terrible. Objectivement, si tu connais pas le fait que ah machin il est amoureux de bidule et que machin il fait ce truc avec truc dans un épisode, bah les associations elles font pas forcément sens. Donc c'était assez sûr que les gens allaient pas y voir, mais je crois que j'aurais presque aimé à un moment que ça soit pas une commande avec une licence et qu'on en fasse un jeu plus classique. Oui, mais c'est ça, hein, c'est le côté un peu ingrat des jeux à commande, c'est que ça trouve un certain public, mais effectivement, c'est pas calculé par les personnes qui sont fans de jeux de société. Et ouais, je comprends que quand vous y trouvez vraiment des idées sympas, il y a un peu ce regret de dire, t'as presque envie d'emprunter la méca et d'aller la refoutre dans un autre jeu. Peut-être qu'on le fera un jour d'ailleurs, on sait pas, et puis 404 sera peut-être ouvert à ce qu'on en fasse autre chose, mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel on s'est vraiment bien éclaté sur le « Ah vas-y, on est des gros geeks de Naruto, on va caler plein de refs », et puis bah, on aime bien ce genre de jeu, donc on va essayer d'en faire le meilleur truc possible. Ceci conclut 2022 et la partie 2 de notre rétrospective. Incroyable. Bientôt l'ultime et dernière partie, le dernier volet de la trilogie Théo Rivière. C'est le premier à faire 3 parties ou t'avais déjà eu des gens assez longs? J'ai fait 4 parties de Rosenberg, mec. Wow, 4 parties. Et j'ai souffert. Ouais, j'imagine 4 c'est beaucoup quoi. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Jouez bien par chez vous d'ici là. Ciao. Bisous.